Moi je ne veux pas vivre sous les verrous. Émission spéciale, la face cachée de la crise sanitaire. Jeudi 5 novembre de 10h à midi sur Radio Sud Plus, Marc Lewitt et ses invités évoqueront avec vous la face cachée de cette crise sanitaire aux conséquences économiques et politiques désastreuses pour le pays. Une nécessaire remise en question du catastrophisme ambulant véhiculé par les médias, y compris à La Réunion, et leur responsabilité dans cette panique irrationnelle à l'endroit de la population. Un standard téléphonique permanent pendant l'émission pour nos auditeurs qui donnera la parole à toutes les opinions et analyses. Jeudi 5 novembre de 10h à midi, vous pourrez poser vos questions à nos 6 invités et vous faire entendre, vous aussi, sans crainte d'être censuré. Moi je veux être libre par-dessus tout. Je veux briser mes chaînes. Et même si c'est raté, pouvoir trouver le livre qui dit la vérité. Et oublier les impôts, les militaires, les rubans aux boutonnières, la mode avec. Bonjour à toutes et à tous, salut à toutes, merci d'être avec nous aujourd'hui sur votre station Radio Sud Plus, dans le cadre d'une émission qui abordera un sujet on ne peut plus sérieux, puisqu'il porte sur nos libertés et notre avenir. Alors éteignez votre téléviseur et allumez vos cerveaux, c'est parti. En effet, des libertés et un avenir pourtant aujourd'hui mis à mal par des institutions et des hommes qui étaient censés pourtant nous les assurer, au travers de ce que l'État profond a qualifié de pandémie, et que pour raison gardée, bien évidemment, contrairement aux médias, nous nommerons, nous, dans cette émission, simplement crise sanitaire. Vous êtes, chers amis auditeurs, appelés à participer directement par téléphone au cours de l'émission au standard de Radio Sud Plus au 02 62 27 14 54. Je répète, 02 62 27 14 54. 13. Ah, pardon, une petite erreur, au 02 62 27 13 54. Je répète, 02 62 27 13 54. Vous pourrez intervenir à tout moment, toute opinion confondue et sans aucune censure à ce débat que nous lançons sur la face cachée de la crise sanitaire et que nous vous promettons totalement libre. Tout au long de cette discussion, en votre compagnie bien sûr, mais aussi avec des invités qui ce matin nous feront le plaisir d'être parmi nous, nous chercherons à comprendre, mais surtout à analyser ce phénomène de crise sanitaire mondiale artificielle, sa gestion calamiteuse ou à dessein, c'est selon, par un exécutif souvent aux ordres de puissances financières et ou industrielles, validé dans son ensemble par des médias, presse et TV complaisants, sans véritable discernement ni critique. Des médias biberonnés aux subventions et cajolés par nos responsables politiques. On découle bien évidemment des conséquences dramatiques pour notre économie nationale, vous avez pu le constater, liées à des décisions unilatérales ahurissantes, sans que certaines des mesures sanitaires aient prouvé une quelconque efficacité. Nos invités, ils sont au nombre de 5 et brûlent déjà l'impatience de tenter de nous dessiller les yeux et les oreilles avec des raisonnements, vous le constaterez, qui sont loin d'être ce que nos journalistes soumis du système appellent des fake news ou du complotisme. Toutes les informations qu'ils apporteront sont bien évidemment sourcées. À ce titre, je rappelle que le complotiste est celui qui complote et non pas celui qui dénonce le complot. Cette précision sémantique établie, je peux maintenant, avec un réel plaisir, vous les présenter. Le premier d'entre eux, ou plutôt la première galanterie oblige, c'est Aurore Rudy Gigant. 41 ans, Aurore est mariée, mère d'une famille de 3 enfants, agent hospitalier, gilet jaune de la première heure. Aurore est une habituée des studios et réputée pour ne pas avoir sa langue dans sa poche. Bonjour Aurore, la famille va bien? Oui, tout le monde va bien. Bonjour tout le monde. À ses côtés, Xavier Fontaine, il est âgé de 41 ans, analyste programmeur, militant anticorps, membre actif de l'association Les Révoltés du 974, lanceur d'alerte des dysfonctionnements du système judiciaire. Le terme révolté décrit, ma foi, très bien le personnage. Vous le constaterez. Bonjour Xavier. Bonjour. Vous m'aviez dit que nous devions faire le tri entre fake news et propagande gouvernementale. C'est un sujet qui m'intéresse, dont nous parlerons un peu plus tard. Joël Delplanque, 53 ans, marié, 4 enfants, français,
patriote et souverainiste, militant pour une sortie de la France de l'Union européenne, il se définit comme profondément opposé aux mesures liberticides prises dans le cadre de cette crise sanitaire. Droit dans ses bottes et assumant ses propos, on dit de Johan qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Bonjour Johan. Bonjour tout le monde. Yves Calandry, à mes côtés, 51 ans, vous vous définissez comme un humaniste, vous n'êtes ni chercheur, ni médecin, ni avocat, vous avez tenu à le préciser, oui. Mais un être éveillé, voulant rester libre, très inquiet pour l'avenir des enfants. Bonjour Yves. Bonjour à tous. Enfin, le dernier des invités que les auditeurs et spectateurs d'autres médias de la Réunion connaissent pour beaucoup. Il se bat pour ses idées, pour son île et ses traditions. Il fut un candidat malheureux aux dernières municipales de Saint-Pierre. Certainement est-il trop en avance ou visionnaire. J'ai nommé Antoine Fontaine. Bonjour Antoine. Bonjour à tous et bonjour à tous les auditeurs. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Ma première question. À l'unisson, ce gouvernement, en mars 2009, affirmait l'inutilité du port du masque. Véran, Ndiaye, Salomon et même Macron l'affirmaient vraiment de manière certaine. D'ailleurs, les tests PCR également étaient inutiles. Quelques semaines plus tard, ils prétendent doctement le contraire, sans aucune honte. Comment prendre ce gouvernement au sérieux? Qui veut prendre la question? On va donner la question à Antoine? Allez, comment prendre ce gouvernement au sérieux? C'est très difficile en fait, je dirais, même si ça fait pour ma part quelques années que je ne prends plus au sérieux la classe politique, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je crois qu'on a atteint un summum dans l'incohérence et puis l'amateurisme finalement de ces personnes-là qui, je crois bien, en fait, ne réfléchissent pas comme nous. D'accord. Aurore, vous avez quelque chose à dire là-dessus? Ils font plein de contradictions, ils sont en train de nous rendre complètement... mais sur le sérieux, comment peut-on dire une chose et quelques semaines après son contraire? Non, mais je pense pas qu'ils soient bêtes. Et je pense surtout qu'en fait, ils sont en train de calculer pour s'en mettre plein les fouilles. Et au passage, si on peut enlever quelques retraites et placer leurs petits copains à droite à gauche, c'est sympa aussi pour eux. Donc tant qu'il n'y avait pas de masque, c'était inutile. Là, les copains, ils ont tous transformé leurs entreprises en une usine à fabrication de masques, gel hydroalcoolique et compagnie. Donc maintenant, tout est obligatoire jusqu'à l'épuisement des stocks. Donc en fait, on essaye de savoir quand la machine va casser et enfin on pourra être libéré du port du masque. D'accord, alors on est au niveau national. Je vous écoute, Xavier. Oui, donc du coup, pas de crédibilité du tout. On a bien vu l'intervention d'Olivier Véran qui s'était complètement caché par Christian Jacob hier. Oui, tout à fait, c'était hier, tout à fait. Donc du coup, très alarmiste, management de grosse stratégie de la peur. Donc du coup, grosse culpabilité sur les Français en disant qu'on va engorger le système des urgences, etc. Ils rendent aussi hommage au personnel soignant, alors qu'en fait, depuis ces derniers mois, ils n'ont pas arrêté de restreindre le nombre de lits. Donc du coup, ils avaient fait des annonces comme quoi ils allaient augmenter la capacité d'accueil, qu'ils n'ont pas fait. Et là aujourd'hui. Alors justement, quand on parle de la capacité d'accueil et notamment de lits de réanimation, comment peut-on expliquer cet antagonisme où il parlait de seconde vague, mais suite à la première vague, ils n'ont rien fait, puisque la capacité n'a pas augmenté. Est-ce à dire qu'ils ne croyaient finalement pas à cette seconde vague, et que c'est une pure invention, puisque cette seconde vague, on va voir bientôt de quoi elle est constituée. C'est pas forcément des gens qui vont attraper donc ce virus, c'est surtout des gens qui n'ont pas pu être opérés à temps, ou des gens qui sont grippés. Nous sommes actuellement en métropole à une saison propice justement aux grippes. Donc, comment peut-on d'un côté parler donc de seconde vague sans mettre en place les outils nécessaires, les outils prophylactiques et les lits de réanimation et ne pas créer de lits de réanimation? Alors, je prends la parole. Alors, Aurore, vous êtes dans l'hôpital, allez-y. Voilà. Alors, pour la première vague, on a alerté parce qu'il y avait une rupture sur les solutions hydroalcooliques depuis décembre, puisqu'il y avait eu un problème de contamination sur la chaîne de fabrication.
On n'avait pas assez de masques, on n'avait pas assez de matériel. Il faut savoir qu'à La Réunion, donc, on est tout livré par bateau, donc ça prend du temps. Et puis si c'est fermé en France, ben, on n'a plus rien ici. Et qu'on a revendu à la Chine tous les masques qui restaient là. Voilà. Et quand en fait on a alerté en tant que personnel soignant, certains élus, l'ARS, on nous a dit inquiète pas, nous les paris. Au final, j'ai eu des élus qui m'ont envoyé des messages en me disant ils ont menti, on n'est pas paris. On s'est retrouvé avec des masques moisis. Après, il y a eu des confinements, tout le monde est sorti, il y a eu des manifs, tout ça. Ils ont dit non, ça va, et paf, il faut mettre le masque. Vous inquiétez pas, il va y avoir une deuxième vague, on est pris. On est pris de rien du tout. Depuis juillet, il fallait prendre tous les infirmières et les former à l'ARIA. Il fallait anticiper sur les lits. Il faut savoir qu'en métropole, ils ont acheté des respirateurs, ils sont même pas compatibles. On peut pas les utiliser. Oui, on l'a vu. C'est encore de l'argent gaspillé. Donc le but dans cette gestion, parce que je pense pas qu'il soit débile, hein, mais je pense qu'il y a un but derrière. Ben, le but, c'est forcément la mise à mal de l'hôpital public au profit. Oui, mais pas que ça, parce que si on veut sauver nos anciens, si on veut soigner les gens, oui, non, mais on peu donne importe. moyen, là, donc ils veulent pas. Est-ce que ce sont leurs dessins, justement? Voilà. Moi, je pense qu'on devrait peut-être en revenir à un niveau, puisque c'est une pandémie, entre guillemets, c'est une crise sanitaire internationale, voire mondiale. Je pense qu'on devrait un petit peu en revenir aux institutions donc qui l'ont véhiculé, cette peur qui fait actuellement fureur sur les radios et sur la télévision. Je voudrais qu'on parle un petit peu de l'OMS, hein, puisque c'est à travers de l'OMS qu'en Europe, on a pu apprendre certaines choses et qu'on a pu mettre en garde ces pays pour qu'ils réalisent des plans de prévention pour pouvoir protéger leur population. Au niveau des OMS, ce que j'aimerais comprendre, j'aimerais avoir votre avis. Ils sont financés. Hein. Non, mais justement, j'aimerais avoir votre avis sur le fait que comment les Français, comment les Européens, comment les institutions peuvent, et les médias surtout, peuvent-elles croire un milliardaire qui possède donc 80%, donc qui fournit 80% du budget de l'OMS. Avant, je rappelle que c'était les pays qui finançaient l'OMS. Donc maintenant, on est à 80% pour Bill Gates. Hein. Comment est-ce possible? Et ne va-t-on pas justement vers une privatisation? N'est-on pas déjà sur une privatisation de l'OMS, Antoine? C'est déjà le cas depuis quelques années, effectivement. De toute façon, à partir du moment où on finance une structure, et que ce financement est essentiel à la survie de la structure, vous pourrez faire dire à tout ce que vous voulez hein, à cette structure. C'est vrai que ça fait, je dirais, quelques années quand même que tous ces milliardaires ont quand même une certaine haine, hein, je dirais, de la population et tiennent des thèses sur l'explosion démographique, sur le fait que nous soyons trop nombreux sur cette planète, sans réellement de démonstration scientifique où on n'est que sur des hypothèses, et on arrive à faire croire finalement à la population, grâce aux médias aussi, hein, qui relaient tous ces raisonnements qui sont souvent infondés ou qui sont d'une logique qui dépasse l'entendement du citoyen ou de l'habitant, du commun des mortels. Et malgré tout, effectivement, ces gens-là, avec une certaine indécence, continuent à rabâcher comme ça et à tenter de nous faire croire, parce que ça reste une croyance, hein, aujourd'hui, même sur le coronavirus, ça reste qu'une croyance, je dirais, sur la dangerosité réelle de ce virus. Est-ce qu'on peut parler finalement d'une pandémie? Je ne sais pas, très honnêtement, mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on est invité aujourd'hui à ne plus réfléchir du tout et à gober tout ce qu'on nous dit, tout ce qui passe dans les médias dominants. Alors justement, pour un petit peu revenir à ce que vous venez de dire, et m'adresser donc à mes autres invités, depuis le début de cette affaire, hein, de ce qu'ils ont nommé pandémie, on ignore toujours l'origine du mal. Donc ma question elle est là, comment dès lors, sans savoir d'où vient le mal, avec un conseil scientifique, on l'a vu, hein, plus politique que sanitaire, un conseil scientifique aux ordres, comment peuvent-ils savoir où ils vont? Donc ma question, l'origine du virus. La Chine. Est-ce que certains d'entre vous ont finalement des certitudes? Parce que moi, j'arrive pas à en avoir. Je pourrais peut-être donner une petite réponse à ça. J'ai vu ce matin un lanceur d'alerte qui interroge le docteur Lee Mandian. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est un médecin qui travaillait une
une dame qui travaillait au laboratoire de Wuhan, J'avais vu. qui s'est sauvée. Qui s'est sauvée, qui est partie aux États-Unis et qui est en train de balancer le taureau. Donc, d'après elle, c'est bien d'origine humaine, et pas animale. Donc ça sortirait donc du laboratoire PK qui était à Wuhan. Oui, C'est ça. mais à un moment donné, C'est donc bien ce que j'appelle une crise sanitaire artificielle qui a été créée. je pense que chacun de nous, on prend les informations, on doit pouvoir les recouper. Ils sont parcellaires, notre effectivement, propre tout à fait. idée. Voilà. Bon, il y a eu un virus. On a essayé de nous dire c'est sur le marché, parce que Pangolin. les Chinois mangent n'importe quoi. Alors déjà, bon, il faudrait que chacun regarde un peu dans son Voilà. assiette. Et mange de tout depuis des décennies, Voilà. des centaines d'années. Oui, mais même, bon, voilà, c'est peut-être pas le débat, mais chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qu'on sait, c'est que bizarrement, l'Agnès Buzyn a été rapidement informée. Hein. Et comment ça se fait? Parce que moi, j'ai eu les messages en janvier, où un collègue m'appelle et me dit, Roar, t'as vu, il y a 8 morts en Chine. Mais j'ai dit, tu te fous de ma gueule. 8 morts sur 1 milliard. Ça représente quoi? Et il me dit, ouais, il y a un virus. Alors, tu décèdes d'une pneumonie en mars, donc non, c'était en janvier, donc quand même l'hiver, on est tous grippés, tous malades, et là, sur ces 8 personnes, on trouve que c'est un nouveau coronavirus. Alors que d'habitude, bon, bah, écoute, t'es décédé, voilà, t'as ton acte de décès, ils n'en ont rien à faire. Donc, ils savent très bien qu'il y a un virus qui a échappé, et ils essayent de voir ce que ça peut donner. On en parlait déjà en octobre l'année dernière. Voilà. Octobre et novembre. Donc, ensuite, je pense que ce virus, il est moins mortel que ce qu'ils auraient aimé. Et là, en fait, ils essayent justement de le réactiver en le croisant avec les maladies saisonnières. Parce qu'ils l'ont bien dit, c'est un virus comme la grippe. Oui, d'autant plus qu'il fait 2 fois moins de morts que la grippe. Oui, mais, Et que les grippes saisonnières. Oui, mais le professeur Raoult, il a bien dit, il a jamais vu un virus qui mute autant. Aussi rapidement. Alors, donc, on est tous d'accord sur l'origine du virus. Un virus donc artificiel créé de la main de l'homme. Alors, pour en revenir à Agnès Buzyn et le laboratoire PK de Wuhan, je vous rappelle que c'est le mari d'Agnès Buzyn, donc qui a inauguré ce laboratoire et qu'il y a des fonds français qui ont été parce qu'après on a accusé les Chinois, hein, il y a eu aussi des problèmes des Français, oui, ça cause des Chinois, les Chinois, puisque c'est financé par les Français, puisqu'il y a le mari de la Agnès, et celle-ci qui était au courant dès le début, ministre de la Santé, elle nous dit non, il n'y a pas de problème. Après, elle se met à pleurer à la télé et elle dit on en parlera si on n'y appuie pas au journal Le Monde, on en parlera après. Donc, un virus grippal non mortel, donc pour la plupart d'entre nous, qui peut fournir un prétexte aux restrictions donc de liberté imposées donc par certains gouvernements à leur population et sur les ordres des tenants, on peut considérer d'une nouvelle plutocratie, d'un nouvel ordre mondial. On est d'accord là-dessus? Donc, ce n'est pas un virus naturel, c'est un virus artificiel créé à dessein pour donc causer certains dommages à la population. On est tous d'accord là-dessus? Oui. D'accord. Alors, concernant donc justement, pour en revenir à l'OMS, parce que moi je trouve que le rôle de l'OMS, il est catastrophique, mais c'est surtout que cette Organisation mondiale de la santé est, comment dirais-je, est financée par un milliardaire, et ce milliardaire, je ne comprends pas pourquoi on écoute davantage les médias, on écoute davantage un informaticien, un milliardaire, qu'un médecin de terrain comme le professeur Raoult, ou Toussaint, ou un épidémiologiste. Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement la diaspora, les gouvernants, prêtent plus d'attention à un milliardaire américain que aux vrais connaisseurs du terrain? Un seul mot, finance. Johan? Un seul mot, finance. Et C'est-à-dire corruption aussi. Corruption et finance. L'argent. On s'apprend très bien qu'il y a quand même 9 milliardaires qui dirigent tous nos médias, donc c'est très facile pour eux de nous emmener là où ils veulent. Alors justement, on va rester aussi sur les médias. Je vais redonner un peu la parole à Xavier. Oui, donc du coup, pour parler de Bill Gates, il y a pas mal de rumeurs qui circulaient par rapport à Bill Gates qui faisait des tests sur les vaccins en Afrique. Il n'y a jamais rien qui est passé dans la presse, ça restait que des rumeurs, donc du coup des fake news potentielles, alors qu'au final c'était vrai. Et donc du coup, là on peut se demander s'il n'y a pas un rapport justement. Ça va devenir le plus gros fournisseur de vaccins. On pourra en parler juste après la pause et une petite musique pour nous détendre. Merci.
Alors oui, justement, donc moi ce qui m'étonne, c'est donc pourquoi change-t-on au cours de cette crise sans arrêt d'indications pour faire des statistiques, d'indicateurs. On parlait au début de décès, vous êtes bien vous vous souvenez, hein, c'était des cas, des décès. J'ai l'impression qu'on a inventé une nouvelle maladie, le cas positif. Donc j'aimerais savoir pourquoi change-t-on sans arrêt d'indicateurs au niveau des statistiques. J'ai ma petite idée, bien sûr, j'aimerais avoir la vôtre. Aurore? Je pense déjà que les gens se sont rendus compte d'un coup tout le monde mourait du Covid. Et donc là, je pense qu'ils essayent de rattraper un petit peu la sauce pour éviter que les gens se désolidarisent totalement de leur propos. D'accord. Johan? Ou alors on nous a caché beaucoup de chiffres et ils sont en train d'essayer justement de rattraper, d'accélérer. Alors, bon, je pense que des 30 000 et quelques cas morts qu'on a eu en France, je pense qu'on est à plus du tout. Parce que les ARS n'ont pas été comptés, il y a pas, les décès à domicile n'ont pas été comptés. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus et ils sont en train justement d'accélérer pour pouvoir arriver après à une réalité sur les chiffres. Est-ce que vous ne pensez pas plutôt, on n'a pas parlé cette année de grippe, de mort de grippe. Oh, il n'y en a plus. C'est ce que je dis. Donc, on ne parle plus de décès de cancer. On ne parle plus de cancer et compagnie. Tout est classé en Covid. D'ailleurs, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est pourquoi les médecins perçoivent plus d'argent. Sur Mayotte, pourquoi les médecins perçoivent plus d'argent, par exemple, lorsque le certificat de décès mentionne comme cause du décès le Covid. Si là, on n'achète pas les médecins ou le corps médical, qu'on m'explique ce que c'est. Pendant le pic sur Mayotte, on a su, et ça s'est su, ça a été publié dans les journaux et sur les réseaux sociaux, que la directrice de l'ARS avait fait gonfler les taux de mortalité en disant que c'était Covid, même pour des simples cas de crise cardiaque ou un truc comme ça, et ça s'est su. Et tout de suite, ça a été éteint. D'accord. Antoine, là-dessus? On est dans une forme de pensée magique, en fait. Voire même de pensée autoréalisatrice. Et pourquoi on a changé comme ça les indicateurs? C'est pour donner finalement de la crédibilité à ce que disait le gouvernement, tout simplement, parce que c'est vrai que quand on dit qu'il y a beaucoup de morts, que tout le monde meurt du Covid, non, c'est pas vrai. Je veux dire, on ne sait pas aujourd'hui si les gens meurent réellement du Covid, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a aucune autopsie qui est faite sur les personnes qui décèdent. Alors peut-être que des personnes meurent avec le Covid, c'est une chose, mais en tout état de cause, visiblement, quand on voit un peu la population, quand on fait l'analyse, ce sont des personnes qui étaient déjà très âgées, d'une part. Oui, il y a une moyenne d'âge de 85 ans. Et ce sont des personnes qui avaient aussi, par ailleurs, d'autres maladies. Et donc, malheureusement, ça fait un peu bizarre de parler comme ça, hein, mais en tout cas, c'était des personnes qui étaient amenées à partir, je dirais, dans des délais assez rapprochés, et que le Covid n'a pas arrangé. Mais c'est clair que le changement comme ça, à chaque fois, de critères, c'est pour valider finalement le discours gouvernemental, la propagande gouvernementale par rapport à la situation. C'est ce qu'avaient dit les médias au début, hein, quand le gouvernement, quand on a dit il y a un virus, c'est quoi ce virus? On nous a dit vous inquiétez pas, ça tue que les plus de 65 ans. Et les gens commencent à dire réforme des retraites. Ouais, voilà. Non, mais et ça tombe toujours pile poil. Comme là, le nouveau pseudo-confinement, parce que c'est pas un confinement, hein, ce qui se passe. Et un attentat, et il passe sur BFM en disant vous inquiétez pas, le confinement va vous préserver des attentats. Très bien. On cherche à maintenir la peur à tout prix. Oui, tout à fait, tout à fait. De toute façon, à chaque fois que Macron a annoncé ou un confinement, ou des couvre-feux, ou à chaque fois qu'il y a eu des annonces quand même assez importantes pour la France, comme par hasard, regardez bien, regardez toutes les dates, comme par hasard, le lendemain ou sur le lendemain, il se passait quelque chose de fou. On détourne l'attention. On ne parlait plus de ce que Macron mettait en application, on parlait de ce qui se passait. Un attentat, une église qui brûle, une cathédrale également. On a se poser des questions. On a au standard Ernest Pardo. Oui, alors Ernest Pardo, donc vous êtes auteur du livre La supercherie judiciaire, donc vous êtes écrivain. Vous dites sur le Covid, je vous cite, hein, que c'est une mesure liberticide, une diversion, une propagande politique, un moyen d'asservissement des peuples, de spoliation, de musellement et d'anéantissement opéré par une bande d'une vingtaine de psychopathes devenus fous et avides de cupidité et de pouvoir hégémonique. Vous précisez, dans une première étape, il y a eu des Staline, des Hitler, des Attila qui utilisaient des forces et des armes militaires, des forces armées et les armes militaires, pardon.
La deuxième étape a consisté à utiliser les armes financières pour rendre esclave le peuple en semant la pauvreté, la misère et la famine. Aujourd'hui, nous avons affaire à la troisième étape. Ils utilisent les armes chimiques avec le chemtrail et les armes bactériologiques et les virus. Toutes ces étapes ont un seul but, soutenir et accentuer le crime contre l'humanité. Je vous laisse vous expliciter, Ernest Pardo. Oui, c'est parce que c'est écrit, je pense, notamment, et observation globale sur l'évolution des populations des peuples. Et là, il faut se passer le débat sur la face cachée de la face cachée de cette crise du corona. Et vous savez, je reste pas quoi, qui a dit, quand on est en face dans une affaire, il faut créer une affaire dans l'affaire, et il faut aussi créer une affaire dans l'affaire de l'affaire. Oui. Et la crise du corona oblige exactement à ce théorème. Nous sommes plongés dans une situation dramatique, et donc difficulté grave, aux conséquences inévitables, auxquelles personne ne comprend plus rien. Et je peux vous expliquer ce qui a inspiré ce désastre sanitaire et entraîné la fin. En nous avons plusieurs vagues et plusieurs variantes, avec le Covid-19, le Covid-21, et sans doute les suivants. On nous installe en plein dans la controverse pour qu'on ne comprenne précisément plus rien. Il y a d'abord la controverse sur l'origine du virus, que certains prétendent comme d'origine naturelle, et la plus au hasard, à la fatalité, au pangolin, à la folie, ou à la réponse climatique, alors que d'autres le considèrent comme d'origine artificielle, résultant de manipulations génétiques obtenues par la combinaison d'ADN de deux enveloppes biologiques dans le dégage. Il y a ensuite les circonstances de la propagation de ce virus. Que certaines disent que l'origine a été accidentelle, le corona s'est échappé du laboratoire, il a été créé, et d'autres soutiennent que celui-là a été intentionnel. Il y a aussi la finalité recherchée, qui pour certains consiste à instaurer le nouvel ordre mondial, inspiré par Orwell et Huxley, en soumettant les peuples à la tyrannie technosanitaire. Simplement, le grand reset, contrôler les individus, les tracer, les vacciner, les buser, les réduire, les priver de leur liberté, avant de les fouiller de leur savoir, bien patrimoine, les museler par un masque qui, au gré des circonstances et des opportunités, est alternativement considéré comme utile ou inutile, comme imposer un passeport sanitaire, une carte d'identité numérique, l'attention pour les télécommandés, et l'esclavagité jusqu'à prévoir de construire des centres de rétention pour les dissidents ou les récalcitrants. Alors, quoi qu'il en soit, on crée une pandémie pour soumettre 7,5 milliards d'individus à la soi-disant vaccin, donc il faudra sans doute plusieurs rappels, et le marché est donc gigantesque. Au fur et à mesure de la crise, on découvre que nous sommes en présence d'un plan qui a été écrit en 1981 par Bill Gates dans son livre Eye of Gardner, que ce plan a été révélé en 2015 par la RAI pour être appliqué en 2020 et qui poursuit plusieurs objectifs. Le premier est un cercle financier recherchant un côté crapuleux et similaire. Le second organisant l'établissement des peuples. Et le projet cherchant à ramener la population mondiale à 500 millions d'individus, réduits en état esclaves, idiotes. Toute cette cacophonie cultive la controverse, trouve la compréhension, et tandis que l'on s'interroge sur le caractère fortuit ou audit de la situation observée, en cultive le doute, savamment entretenu, pour donner la vérité. À la controverse s'ajoute donc la manipulation des masses, et le tout reste des opportunités d'affaires à réaliser. C'est cet aspect complémentaire, sous-jacent au phénomène observé que je souhaiterais développer. La crise sanitaire devient une opportunité d'affaires et de profit, et sert de prétexte à l'instauration d'un régime politique liberticide que l'on justifie en nous disant que pour tuer le virus, il faut tuer nos libertés. On quitte le monde médical pour entrer dans celui du marché, et qui dit marché, dit concurrence. C'est la seule certitude qui se dégage de toutes ces incertitudes. Face à la crise de nos antipodes de préoccupations mercantilistes, les médecins intègrent préoccupés de santé publique et fidèles à l'instrument d'Hippocrate se mobilisent, se mettent à chercher un médicament, un vaccin. Le professeur Raoult, éminent virologue de réputation mondiale, va avec son équipe découvrir qu'un ancien remède, toxichloroquine, peu onéreux et en compte libre depuis 70 ans, quand il est associé à l'azithromycine et appliqué d'eau sur les personnes infectées, peut des résultats curatifs. Après avoir testé ce traitement sur de milliers de malades, il a préconisé ce remède.
Ce traitement peu onéreux a pu trahir bien sûr le plan de profit que certains laboratoires escomptaient dégager en exploitant l'opportunité du corona. Pour obtenir cette menace, il faut donc proposer des obstacles et des financiers selon des techniques et des procédures parfaitement connues qui relèvent de techniques stratégiques et de concurrence. Et nous doit élaborer une riposte, agir par action concertée, organisée et coordonnée. La démarche est toujours la même et c'est ça qui est intéressant. Premièrement, on va commencer par nier les effets bénéfiques et curatifs du produit à éliminer en vertu d'affirmations exprimant une doxa autoritaire. Ça n'a pas fait comme ça. Deuxièmement, quand le professeur Barreau demande de justifier cette doxa et réclame des analyses scientifiques objectives afin de les entreprendre après avoir proposé l'exercice, le blocage de l'obstruction, puis en interrompant inopérément les études et les essais en cours, dont on redoute sans doute les résultats, en les déclarant illégitimes. Au cours de ces études, on va bien évidemment saboter leur développement pour démontrer que ça ne marche pas. Et à cet effet, on a appliqué tardivement les remèdes préconisés à des malades en phase terminale, alors qu'ils doivent être administrés tôt. Et on a dissocié l'hydroxychloroquine de la tétromycine, qui, pour être efficace, doit être administrée en France. Tout à fait. Parallèlement, on procède au verrouillage du marché, que l'on organise selon une démarche scientifiquement élaborée, qui consiste à classer l'hydroxychloroquine comme un produit toxique, de sorte à surveiller toute concurrence, à interdire pardon sa prescription, en allant au laboratoire de colossaux budgets de recherche pour un soi-disant vaccin, on annonce prématurément la découverte de médicaments ou de vaccins, celui que la toujours cherchait à promouvoir pour supplanter la chloroquine, en appliquant des campagnes alarmantes, indispensables à la promotion commerciale du remède, en recourant au management de la terreur et en conditionnant les peuples, on supprime des lits, on ne produit ni masque, ni gel, ni testeur, ni respirateur, pour aggraver la situation sanitaire et rendre les peuples possibles. On a fixé les unités de soins, on clame prématurément les propriétés curatives du médicament en cours, en dissimulant ses effets secondaires catastrophiques sur les reins, alors que la chloroquine ne se présente aucun risque. Vous parlez du remdesivir, là? Vous parlez du remdesivir? Oui, je parle du remdesivir. Je ne peux pas, je ne pas de la pub. Mais tout le monde a compris que je parle du remdesivir, bien sûr. D'accord. Donc, on a la de très bons rapports, de vrais bons rapports et des publications phytoscientifiques dont on découvre qu'on a subordonné les acteurs. On instrumentalise l'OMS quand on découvre ces effets de subordination. On délivre des autorisations temporaires d'utilisation aux produits que l'on peut imposer en affirmant sans aucune certitude scientifique ses bénéfices. On refuse simultanément la délivrance d'une recommandation temporaire d'utilisation en hydroxychloroquine. On déroule le marché et on approvisionne pour 1 milliard d'euros de médicaments protégés. Il ne restera plus qu'à écouler, comme pour le vaccin H1N1, dont on sait comment le stock a fini. Parallèlement à ce travail, on réduit les individus sur le plan économique et financier, on détruit l'économie et on bloque le pays, on écroule la bourse, ce qui affaiblit le plutocrate non grata qui va tout racheter et les banques, on provoque des faillites, les expulsions, la ruine des petits propriétaires, les divorces, les suicides, les drames de la pauvreté, on fait l'impasse sur l'épargne, le foncier et la vie, les valeurs et les patrimoines, pour justifier les emprunts effectués sur le marché financier et justifier ensuite de nouvelles taxes pour rembourser la dette qui s'est artificiellement accrue. On prépare l'instauration du vivant universel, on prépare l'abrogation du droit de propriété, on prévoit la notation des citoyens, comme en Chine, on supprime la monnaie fiduciaire, tout la complexité planifiée coordonnée pour exécuter le plan de profit avec l'instauration du nouvel ordre mondial qui lui est sous-jacent. Sauf que là, un client a menacé ce plan. Le professeur Arnaud révèle la posture, réduit alors l'objectif financier en démontrant qu'un médicament déjà connu et qui ne coûte pas cher, qui est tout prêt pour guérir le virus. La chloroquine, oui. Alors on procède par de l'attaque abominable pour le discréditer, traitant cette sommité scientifique de réputation planétaire de charlatan. Les réseaux sociaux recherchent des explications, échangent et découvrent la supercherie dénoncée par le général Xi, l'archevêque Migado, le docteur Li Mendiang, le urologue chinois qui dénonce. On en a parlé tout à l'heure. Voilà. Et il s'agit d'autres critiques de lanceurs d'alerte d'autorité incontestable. En censure alors de l'individu. Le peuple se soulève, on confie, on instaure le couvre-feu, on interdit tout rassemblement, on massacre. Les méthodes de communauté collective et rentrent en dissidence. Abrégé, Ernest, abrégé.
exonérant les laboratoires de toute responsabilité et en garantissant l'immunité civile et pénale. Le fait que poursuit les dirigeants politiques devant les tribunaux, en place des œuvres qui veulent voir les relaxer, toute la flotte des tricotes et un nouveau système d'analyse de surveillance. Alors justement Ernest, une petite question quand vous parlez de responsabilité pénale. Une épidémie permanente, ne serait-ce pas là une stratégie de Macron afin d'éviter une destitution et un procès pour haute trahison? C'est tout le caractère du corona qui sert à ça. Alors le procès pour haute trahison, il va l'éviter parce qu'il s'est fait des textes exonérants de tout. De même que les laboratoires, qui sont des textes des exonérants de tout, on ne sait pas quelle est la valeur, la vérité de ces textes, qui sont plus autoritairement par quelques individus et qui sont confis d'intérêt. Voilà. Donc, mais c'est effectivement une manière de faire diversion, de faire digression et de se maintenir au pouvoir par des procédés malicieux. Merci beaucoup Ernest Pardo de votre concours. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la supercherie judiciaire. Nous vous souhaitons une bonne journée. Vous êtes bien sur Radio Sud Plus. Une petite question à Antoine. Antoine, l'absence de tests au début pour détecter, isoler et traiter, comment se fait-il, comment se fait-ce qu'on n'y a pas eu accès? On n'y a pas eu accès tout simplement parce que ça fait quand même, je dirais, quelques décennies maintenant que nos gouvernements, mais aussi la population, parce qu'il faut aussi à un moment donné assumer aussi un certain nombre de responsabilités. C'est sûr qu'il y a des décideurs politiques dont la responsabilité est énorme, mais il y a aussi la responsabilité à un moment donné de la population en termes de santé publique, notamment, mais sur d'autres sujets aussi. Et donc ça fait vraiment quelques décennies qu'on a renoncé donc à la santé, et sur l'autel de profit uniquement. Moi, je ne sais pas s'il y a vraiment tant que ça un nouvel ordre mondial, ou si c'est sinon toujours le même processus qui se déroule, je dirais, depuis 400 ans, c'est l'avènement de la société capitaliste. Et ce qu'il y a de remarquable dans le capitalisme, c'est qu'il sait s'adapter aux situations pour pouvoir perdurer. La Chine également. Voilà, tout à fait. La Chine également, bien sûr. Et quand on regarde l'histoire, oui, on a l'impression aujourd'hui que les choses nous tombent dessus comme ça, un peu par hasard. Il n'y a absolument aucun hasard dans tout ce qui se passe. Tout est programmé, et depuis plusieurs centaines d'années, je dirais, on est dans une guerre, et la véritable guerre, c'est la guerre des classes. Et on voit bien que ces classes se réduisent de plus en plus. Aujourd'hui, nous avons une élite qui décide de tout, avec des exécutants qui sont les politiques, qui mettent tout ça en œuvre. La haute administration. Voilà, la haute administration, et bien évidemment la population qui a été complètement, je dirais, rendue impassible, désarmée, et avec laquelle on gouverne par la terreur. Et d'ailleurs, les gens ne font pas suffisamment attention à ce que disent tous nos responsables, parce qu'il n'y a pas non plus de choses cachées. Il y a beaucoup de choses qui sont dites, eux-mêmes ils le disent avec un naturel, une spontanéité. C'est assez incroyable la façon dont ils s'expriment, mais sauf que les gens ne font pas forcément le lien, ou en tout cas tout est fait pour qu'on ne fasse pas le lien entre ce qui est en train de se dérouler comme ça sous nos yeux, et on est complètement impuissant, on se sent complètement impuissant. Merci Antoine. Un autre appel au standard? Oui, je vous écoute. Allô? Allô? Allô, allô? Je vous écoute. Alors, est-ce que je peux avoir un prénom, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir un prénom? Angeline, vous êtes infirmière, nous vous écoutons. Alors, les personnes positives, on vous les impose pour... J'ai pas entendu. Pour les emmener à l'hôpital. Les envoyer à l'hôpital. Écoutez, on va peut-être demander ça à notre ami qui est dans le domaine médical. Je pense que c'est surtout pour saturer, gonfler les chiffres, parce que si on n'a pas de symptômes mais qu'on est positif, on peut rester à la maison. D'ailleurs, on m'a même demandé d'aller travailler, même avec un positif, tant que je tiens debout. Je crois d'ailleurs que j'ai entendu votre cas, madame. Je ne vous connais pas, mais j'ai entendu un petit peu votre situation. Vous avez refusé donc d'emmener à l'hôpital une personne qui avait une simple grippe, c'est ça? Et je crois que l'ARS vous est tombé dessus. C'est exactement ça. J'ai entendu parler de votre cas, effectivement. Un ami médecin m'en a parlé. Et vous avez subi des pressions, justement, pour devoir hospitaliser donc cette personne à l'hôpital sous l'étiquette Covid, c'est ça? C'est ça, tout à fait ça.
Et vous avez refusé. Est-ce que je peux savoir quelles ont été les sanctions ou quels ont été les motifs invoqués pour tenter de vous soudoyer, entre guillemets, de vous obliger à emmener cette personne qui avait une simple grippe et de la traiter avec une appellation Covid? Alors, vous m'avez dit que toute responsabilité nous incombait, que s'il ne passe quoi que ce soit, par rapport à tous ces cas positifs que nous n'en voyons pas, c'est pour notre responsabilité personnelle. D'accord. Et donc, finalement, est-ce que vous avez exécuté ce que l'ARS vous a ordonné? Non, du tout. D'accord. Vous avez gardé votre libre arbitre, vous êtes resté professionnel. Tout à fait. Une autre question. Oui, je voulais savoir, madame, qui vous a appelé de l'ARS pour vous mettre la pression? C'était un monsieur, un médecin. Alors, je ne sais plus trop le nom. Docteur Chies? Qui C'est ça? Docteur Chies. Qui vous a appelé? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Enfin, je ne sais pas si c'est lui ou son cabinet, mais bon, il dit que c'était un appel de la part du médecin. Que toute personne positive que nous rencontrons doit être envoyée à l'hôpital. D'accord, mais positive, c'est-à-dire grippée, vous devez la déclarer en Covid. Tout à fait. Alors, la personne n'a rien du tout. d'accord, voilà. Donc on a une lumière un peu plus accentuée sur le fait que cette administration souhaite avoir un maximum de cas Covid et un maximum d'admissions. Donc, il y a eu une note d'information qui a circulé dans tous les établissements de santé à La Réunion et en métropole, où tout le personnel soignant, il doit, même positif, venir travailler pour la continuité des soins. En plus. C'est surtout parce que on n'a pas assez de personnel. D'accord. Et après, quand il y a eu des cas ici où les gens se sont rendus compte que le médecin était positif et qui ont crié à l'assassin. Mais en même temps, le médecin était obligé de travailler. Quel est votre sentiment en tant qu'infirmière? Vous êtes infirmière libérale, je suppose? Quel est votre sentiment en tant qu'infirmière libérale de ce qui se passe, de cette crise sanitaire et de ce que l'état profond, de ce que nos gouvernants veulent faire passer comme message? Quel est votre sentiment en tant que travailleur indépendant et en tant qu'infirmière dûment diplômée? Quelle est votre sensation, madame? Vous êtes manipulée. D'accord. Vous savez, vous êtes très courageuse de participer à l'émission, puisque j'ai essayé d'appeler des médecins. Tous nous ont donné raison, mais beaucoup ne veulent pas, sous peine de sanctions, de leur ordre, de l'ordre des médecins, ne veulent pas donc assister à l'émission, ne veulent pas témoigner par peur justement de subir des pressions de la part de l'administration, voire même d'une certaine catégorie de clients. Qui les desservirait. Voilà. Donc, mais vous êtes très courageuse d'avoir téléphoné. Nous vous remercions beaucoup, madame, et nous vous souhaitons une bonne journée. Merci. J'aimerais revenir justement sur cette notion de preuve. Les masques, le confinement, on n'a aucune preuve, alors qu'on aurait pu diligenter des enquêtes sur comment dirais-je, sur... On n'a même pas fait d'autopsie sur les morts. Alors, justement, pour savoir exactement ce qu'on devait soigner. Donc déjà, c'est quoi, c'est la base. Il y a une omerta. On peut pas avoir d'études sur l'efficacité des masques. On peut pas avoir d'études sur l'efficacité du confinement. Finalement, toutes ces incertitudes, ça joue pour le gouvernement, ça joue pour l'État profond, ça joue pour ceux qui veulent justement créer la panique. On est d'accord. C'est surtout de continuer à nous diviser, parce qu'on s'est levé avec les Gilets jaunes. Ils ont réussi à diviser, à casser un petit peu, mais il y a eu combien, 72 week-ends de manifs à peu près avant que le virus débarque. D'accord. Je prends une autre auditrice ou un auditeur? Auditrice. Une auditrice encore donc en ligne. Je vous écoute. Vous êtes bien sur Radio Sud Plus. C'est votre tour. Quel est votre prénom? Marie, enchantée de vous avoir au téléphone, Marie. Quelle est votre question? Oui. On essaye de rassurer, on essaye donc de lutter contre cette doxa gouvernementale et médiatique qui font paniquer la population. Oui, c'est-à-dire, je vous écoute. Parce que maintenant, quand on veut faire quoi que ce soit, on ne nous répond plus.
tout est fermé, le corona, mais par contre, on reçoit toujours nos factures et si on a 5 jours de retard, on nous envoie quand même les 5%. Ensuite, le corona, je pense qu'il est très, très intelligent parce qu'il n'attaque pas les grandes surfaces. Ah, c'est une bête qui est très intelligente, effectivement. Voilà, il est très intelligent, donc je pense qu'il a fait les naves comme nos élus, enfin, pas tous nos élus métropoles peut-être, et qui ramènent nos élus et la population à la Réunion comme des moutons. Parce que, bien entendu, moi-même, je suis le premier mouton. Parce que si je ne mets pas mon match, j'ai 135 € et je n'ai pas d'argent. Et quand on voit dans les marchés, c'est écrit d'ailleurs dans des livres que nos cellules eux-mêmes demandent la gendarmerie et demandent les policiers municipaux de tourner dans les petits marchés forains, dans les petites surfaces. Oui, c'est ce qu'on nous disait ce matin, que les gendarmes patrouillaient et surveillaient. On ne les voit pas devant les grandes surfaces. C'est peut-être parce que là-bas, dans les grandes surfaces, il n'y a pas de corona, et nous, dans les petits, il y a le corona. Je pense que c'est aussi la population, donc on met notre masque, c'est un fait. Quand on voit que nous, on n'a pas le droit d'être 6 chez nous, hein, les ministres de France, on a dit avec toutes les précautions, mais nous aussi, si on reçoit plus 7 ou 10 chez nous, on va prendre nos précautions. Ils nous prennent pour des enfants, ils nous prennent pour des imbéciles. Moi, c'est ce que je dis. Et c'est à nous, la population, de faire attention, c'est un fait. Mais nous, la population, on est aussi bien, manipulés. On se laisse manipuler, ça nous arrange. Peut-être ça arrange aussi la population, hein, parce que la population, c'est une population, à l'heure actuelle. Plus qu'on est assisté, plus qu'on veut. On nous dit, ah, le texte est gratuit, le texte est gratuit. Mais je ne me rends pas compte qu'on nous dit d'emmener notre carte sécurité sociale. Ben, je peux vous dire en tout cas une chose, c'est que ça en satisfait peut-être certains, donc salariés, fonctionnaires, sans prendre la totalité, mais je peux vous certifier une chose, c'est que les travailleurs indépendants, notamment les commerçants, ils vont y laisser les plumes, voire même leur santé, et que cela va causer beaucoup plus de décès qu'on ne croit et de maladies qu'on ne croit. Merci. Et ils leur demandent s'il faut mieux les espionner. On prend leur carte sécurité sociale, on prend leur carte d'identité. Vous voyez? Et donc la population ne réfléchit pas. Le matin, c'est encore eux qui vont peut-être payer ces 86 € de taxes. Il y a des grandes files noires tout dans le soleil, j'ai vu mes 2 yeux. Et c'est gratuit, c'est gratuit. Gratuit avec notre carte fiscale et notre carte de sécurité sociale pour mieux nous gestionner. Merci Marie de votre témoignage. Un ajout peut-être de notre invité. Je voulais juste vous donner quelques chiffres sur la Réunion que j'avais relevés au 30 septembre avec une conversation. Rapidement. Avec une conversation d'un ami médecin, justement. C'était une info C8. Où 3 semaines d'hospitalisation, y compris l'AREA, étaient de 210 000 € par patient. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un traitement d'un cas Covid qui est quasiment asymptomatique est de moins de 200 € par jour. Donc on a vite fait la bascule, on comprend pourquoi les ARS gonflent les chiffres. La réponse du médecin, c'est en plus, si tu regardes les données de l'ARS, ils ne sont pas intubés, juste avec masque à oxygène, ce qui ne justifie aucune surveillance de réa, mais seulement médicale. Ensuite, toujours dans cette même conversation, je vais vous en donner une autre, ce matin encore, une jeune patiente, donc ça c'était toujours au 30 septembre, hein. Ce matin encore, une jeune patiente hospitalisée, 4 jours sans symptômes, avec 1 litre d'oxygène, pour justifier une cotation T2A. Alors, je suis pas médecin, je sais pas du tout ce que c'est. Ça s'appelle T2A Covid+, 10 fois plus cher. Toujours le week-end, comme le médecin ne peut pas l'ouvrir. Voilà. Merci. Nous passons à une petite page de publicité. Vous êtes bien sur Radio Sud Plus. Un nouvel appel donc au standard. Bonjour. Oui, bonjour. Pourriez-vous vous présenter? Oui, je suis docteur Laurent Foucault, je suis neurochirurgien. Ah, donc vous êtes neurochirurgien, d'accord. On vous écoute. Vous êtes à Tours, c'est ça, hein? Oui, à Tours. Alors, si vous pouviez parler un peu plus fort, nous vous écoutons. Vous m'entendez très bien, là? Parfait. Très bien, donc je vais expliquer à propos de la dictature sanitaire que nous subissons. Oui, on vous écoute. Sur les conséquences, on va dire, collatérales des mesures gouvernementales et sanitaires. Oui. On va avoir plus de complications et de bandits par rapport en fait, de cette politique qui est complètement idéologique et erratique. J'entends par là le fait que lorsqu'on va confiner les personnes âgées, on va diminuer leur interaction sociale et donc ils vont diminuer d'un point de vue positif et mourir de complications de leur maladie cognitive. Également, on va entraîner des troubles cognitifs chez les enfants.
des figures de détachement par rapport à leur-même qui portent un masque, et si vous n'avez pas la figure de détachement, vous ne pouvez pas contacter le point de vue psychomoteur. Toutes ces complications-là vont faire plus de complications en fait, et de mort que le Covid lui-même. C'est ce que je voulais. C'est ce que dit également le docteur Fouché. Hein. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec lui. C'est logique. D'ailleurs, moi, dans ma spécialité, je suis neurochirurgien, j'opère essentiellement des pathologies liées à la colonne vertébrale, des hernies discales, des douleurs chroniques. Et là, actuellement, je suis en train d'opérer des patients qui ont été confinés en mars. Et ces patients présentent des complications neurologiques qui sont irréversibles. Donc ils ont perdu des chances, ils ont perdu des chances, si je vous comprends bien, ils ont perdu des chances, à cause du confinement, ils ont perdu des chances de survie. Absolument, oui, des chances. C'est important de le dire. Oui, d'un point de vue fonctionnel, parce que maintenant ils sont devenus plus chroniques, il va falloir traiter des traitements extrêmement lourds. Il va falloir peut-être même, j'essaie de poser des dispositifs implantables, qu'on appelle des neurostimulateurs, qui coûtent le prix d'une berline allemande. Oh là là là. Et donc on a un flux de santé qui va exploser avec des gens qui sont complètement au bout du rouleau, en fait, au bord du suicide et sous antidépresseurs. Donc c'est absolument désastreux avec eux. D'accord. Et est-ce que vous en discutez avec vos collègues? Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi finalement, je sais incidemment, mais pourquoi on a si peu d'échos, on a si peu de témoignages de médecins qui pourraient donner des informations et expliquer ce qui se passe? On a l'impression qu'il y a une omerta et qu'aucun médecin, enfin très peu de ceux qui s'autorisent à parler sont systématiquement sanctionnés. Donc, est-ce que vous pourriez expliquer, selon vous, ce qui se passe actuellement dans le monde médical, parce que vous devez discuter avec vos collègues, je pense. Pourquoi n'y a-t-il pas une certaine reprise en main des médecins de la politique sanitaire qui leur appartient finalement? Absolument, oui. C'est vrai que si vous ne connaissez pas selon la doxa générale, bien le Conseil de l'ordre va vous tomber dessus. En fait, le Conseil de l'ordre, c'est une émanation du pouvoir, elle date de Vichy déjà. Tout à fait. C'est extraordinaire, c'est absolument extraordinaire. Et en fait, ce n'est qu'une application du Code de santé publique aux médecins. Donc, c'est un relais entre l'État et les médecins. Et si vous dites des choses différentes de ce qu'ils pensent, eh bien, vous exposez à des sanctions. Moi-même, en disant ça, je peux être sanctionné. Mais c'est pas grave, je suis indépendant dans ma tête, et la base de la médecine, normalement, et c'est inscrit dans le Code de santé publique, c'est je dois exercer mon art en toute indépendance. Mais là, actuellement, c'est complètement bafoué. Dès que vous dites quelque chose qui ne correspond pas à la doxa générale, vous êtes condamné. C'est pour ça que je m'insurge, c'est pour ça que je vous pose la question. Je ne comprends pas comment un homme qui a fait, un sachant, comme on dit, qui a fait 10, 15 ans d'études, peut ensuite se laisser totalement imposer des choix médicaux et sanitaires qui ne sont pas les siens et qui peuvent, à terme, tuer le patient. Souvent, ils croient qu'ils sont seuls. Ils pensent pas à se regrouper. Il faut se regrouper, être plusieurs, et là, on a moins de risques, on va dire. Oui, mais tu as bien vu. Il y a déjà des regroupements. Oui, mais il faut beaucoup plus de regroupements. Au revoir, écoute, je vous laisse parler. Allez-y, monsieur. Oui, parce que c'est compris. J'ai fait partie du collectif C19 qui poursuit les justice. Voilà, et puis nous avons également des communautés de discussion entre nous, mais il est vrai que nous sommes. On a l'impression d'être isolés. En fait, non, on est beaucoup, et beaucoup se perdent, parce qu'ils ont peur des conséquences désastreuses. Voilà, donc si vous voulez, la doxa, le terme de doxa est important à prendre en considération. Je vous donne un exemple. Au XIXe siècle, à l'époque, il y avait un docteur qui s'appelait Dr. Semmelweis en Autriche qui avait dit qu'il fallait absolument se lever les mains pour éviter les infections chez les femmes enceintes. À l'époque, c'était ça. Et donc, ce monsieur a été mis au courant de la société par ses propres confrères qui refusaient de se laver les mains. Et l'histoire lui a donné raison, parce que finalement, l'hygiène des mains a permis effectivement de diminuer les infections nosocomiales maintenant chez les femmes enceintes. Donc, vous voyez, un groupe de personnes qui a le pouvoir de décider de votre vie, donc un groupe de médecins, peut décider que ce qui est vrai n'est pas vrai, alors que certaines personnes, certains médecins, montrent d'un point de vue expérimental que certaines actions sont positives. Et s'ils ne pensent pas comme les autres, et ils sont mis au courant de la société, ils sont isolés, et ce docteur-là a beaucoup plus souffert dans sa carrière, parce que c'était une horreur pour lui. Je n'ose même pas imaginer la souffrance qu'il a pu endurer. Justement, eu égard à votre métier, donc de chirurgien, est-ce que vous pourriez lancer un message aux auditeurs
concernant justement cette panique entretenue par un pouvoir. Est-ce que vous pourriez donner un message d'espoir? Oui, absolument. Parce que le message d'espoir, c'est que cette crise est le meilleur moment de remettre en cause un peu nos vies et la vision qu'on a de notre société et les relations qu'on peut avoir entre nous. C'est la première chose. La deuxième chose, si vous êtes en bonne santé, si vous êtes bien nutri, si vous êtes bien supplémenté en vitamines, et si vous évitez, on va dire, la malbouffe de manière générale, vous avez déjà de très bonnes chances de passer à travers. Et ça veut dire qu'il faut prendre en considération le fait que la plupart des gens qui meurent de cette affection sont âgés depuis 65 ans, et 95% d'entre eux cumulent des facteurs de risque tels que la tension artérielle, l'obésité, etc. Ce sont des maladies de civilisation qui peuvent être évitables si on respecte une bonne hygiène de vie. Alors déjà, rien que ça peut faire passer à travers les gouttes du Covid. Et puis il faut savoir également que la mortalité n'est pas le nombre de morts, on va dire, comparativement aux années précédentes, n'est pas plus élevé. Tout à fait. Une petite surmortalité pour cette année, mais qui n'est pas très élevée. 2017 était largement supérieur en plus. Voilà, exactement. 2017 c'était trop bon. Et je tiens à préciser également que les urgences et les services de réanimation sont pleines tous les ans à la même période. Depuis 15 ans, systématiquement chaque année, effectivement, ça fait l'objet de reportages, et pourtant cette année, il n'y a eu aucun reportage. Exactement. Tous les ans, on a droit à un reportage sur les isolateurs qui sont saturés et la réanimation aussi. Mais je vous promets que tous les ans, c'est la même chose. Voilà. Donc l'espoir, c'est aider une vie saine, arrêter le stress, parce que le stress, ça augmente la production d'une hormone de stress qui va vous exposer à des complications. Donc manger sainement, continuer à avoir des interactions sociales protégées à distance, bien sûr, lavez-vous bien les mains, respectez l'hygiène, et normalement, on passe à travers les coups. Voilà, c'était le message que j'aimerais bien vous délivrer. Bah écoutez, j'espère que nos éditeurs l'ont entendu. En tout cas, cher lecteur, donc vous appelez Tours, c'est déjà pas mal, c'est loin de la Réunion, à 10 000 km, mais c'est un message d'espoir qui est accueilli avec bienveillance. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous remercie d'être intervenu. Merci. Bonne journée et bonne opération. Au revoir. Merci beaucoup. On va passer à Xavier peut-être. Oui, du coup on en a parlé tout à l'heure, j'ai une petite info qui est tombée hier, qui est visible sur Clicano. Oui. Donc il y a un collectif qui s'appelle Covid Médecins 974. Ah, un collectif réunionnais alors. C'est ça, oui. Qui réclame le droit de prescrire de l'hydroxychloroquine. D'accord. Si c'est pas fabriqué, si c'est pas livré, on pourra avoir le droit et on ne peut rien faire. Non, mais s'il n'y a pas cette volonté, jamais on pourra le faire. Donc ça a le mérite d'exister, c'est une démarche qui a le mérite d'exister. Maintenant, on verra si l'ARS, etc. valide. Il y a quand même une groupe de médecins qui sont en place, qui essaient justement de pallier à. Se mettre ensemble. On a aussi l'Alliance mondiale des médecins qui dénonce les mesures sanitaires, et à côté de ça, on a aussi des médecins qui bafouent le professeur Raoul par rapport à la chloroquine. Je peux vous donner un exemple. Palme d'or revient à François Raffi de Nantes, qui a touché quand même 541 000 €. Alors justement, au niveau des conflits d'intérêts, on va en venir ensuite. Ce que je voudrais souligner, c'est suite à l'appel donc de ces chirurgiens, et un chirurgien de Tours, c'est pas rien, hein, et notamment aussi de l'infirmière réunionnaise qui s'est fait, enfin, on a essayé de sanctionner parce qu'elle ne déclarait pas des gens qui n'avaient pas le Covid en Covid. Hein, il faut appeler un chat un chat. Je pense qu'il faut vraiment appuyer sur le fait que voilà, ce sont des gens courageux, ce sont des gens qui on comprend maintenant pourquoi, et j'espère que les auditeurs l'entendent, pourquoi il est difficile d'apporter un autre son de cloche que la doxa, comme on dit, la doxa gouvernementale. Donc c'est très important, on a énormément de mal à faire sur les plateaux, à être opposé à cette doxa gouvernementale, à ce politiquement correct que véhiculent les médias, hein, sur ordre évidemment, et donc il est très difficile d'avoir une opinion différente, comme le soulignait Antoine tout à l'heure, et donc je voudrais vraiment féliciter ces gens qui interviennent et qui risquent beaucoup de choses. Ce médecin de Tours, il risque beaucoup de choses. Le docteur Fouché, qui est de son ami également, a été va être sanctionné, a été donc hier donc convoqué par sa hiérarchie. Donc on ne peut plus, un médecin qui exerce son art ne peut plus l'exercer comme il pouvait l'exercer autrefois, c'est-à-dire selon le serment d'Hippocrate, en toute liberté, ne peut plus prescrire ce qu'il voulait prescrire, et donc ça devient une situation vraiment grave. On a un autre appel, on va le prendre tout de suite. Vous êtes bien sur Radio C+, je vous écoute.
Allez-y, allez-y, je vous écoute. C'est une auditrice ou un auditeur? Allô? Allô, allô? Allez-y, parlez plus fort. Allez-y. Donc, vous êtes monsieur? Éric, allez-y, Éric de Saint-Leu, je vous écoute. Oui. Une situation un peu, je veux dire, ubuesque partout. Oui. Ah, je vous entends mieux, là, je vous entends mieux. Je suis moi-même moniteur d'auto-école. Oui. Et j'ai mes collègues en métropole qui aujourd'hui subissent une destruction d'entreprises. De leur outil de travail, tout à fait. On en parlera tout à l'heure. Et là aussi, je pense que ça va arriver sur l'île de la Réunion. Parce qu'ils n'ont plus le droit de donner des leçons de conduite, mais par contre, ce qu'ils doivent faire, c'est avoir des examens. Je comprends pas trop. Comment organiser un examen si on ne peut pas donner des leçons avant? Ben justement, c'est ça le problème. Les instructeurs travaillent en métropole, mais pas les enseignants. Donc actuellement, nous sommes dans une situation où nous nous posons beaucoup de questions, puisque là, nous avançons dans le brouillard. Même avec les feux de brouillard allumés, on ne voit rien. D'accord. Ça prouve bien qu'on a un gouvernement qui ne se pose pas la question des politiques d'emploi. Mais Eric, pour rebondir un peu sur ce que vous dites avant d'arriver à une nouvelle pause publicitaire, est-ce que c'est pas finalement le dessein de ce gouvernement et des autres gouvernements de tuer l'économie? Est-ce que finalement le premier confinement l'a atteint quelque peu? Est-ce que le fait de reconfiner, alors justement je précise, une note du 26 octobre, c'est-à-dire de la semaine dernière, écoutez bien les auditeurs, du conseil scientifique, c'est-à-dire le conseil qui entoure le gouvernement, une note du conseil scientifique précise que le confinement, tenez-vous bien, développe le virus. Alors, pourquoi le pouvoir politique, malgré ce qu'avait affirmé la semaine dernière son conseil scientifique, a-t-il reconfiné? La question est posée. Donc, ça confirme, Eric, ce que vous voulez sous-entendre, c'est-à-dire, et ça me confirme également à moi, et aux auditeurs, et puis à nos invités, qu'on se demande si finalement le gouvernement ne veut pas justement mettre l'économie en péril. Nous dirons ensuite, enfin moi je vous dirai un petit peu, j'ai ma petite idée là-dessus, pourquoi les raisons justement de cette volonté de mettre à bas l'économie, et justement l'économie des travailleurs indépendants, toute celle qui n'est pas administrée par les grands groupes d'en haut. Il y a des raisons qui sont bien évidentes et qui relèvent du nouvel ordre mondial. On peut pas le nier sans être complotiste. Donc voilà, c'est ce que je pense. Maintenant, votre analyse, je ne la connais pas, mais je vous ai écouté. On a bien compris ce que vous voulez dire, Eric. On vous remercie et bon courage quand même dans votre entreprise. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, nous allons passer à une nouvelle page de publicité. Vous êtes bien sur Radio Sud Plus. Tout de suite, une autre auditrice au standard. Allô, Denise, c'est ça? Oui. Je voudrais dire que... Alors déjà, Denise, est-ce que vous pourriez Denise, est-ce que vous pourriez vous présenter déjà? Oui, je suis Denise, j'habite au Tampon, je suis à la retraite, voilà. D'accord, allez-y. Quelqu'un de très actif. Donc, on entend tout et n'importe quoi en ce moment, on est fatigué, mais je voulais quand même, comment dire... Revenir. Applaudir Ernest pour son résumé quelque peu sombre, mais c'est la réalité. Oui, mais on ne doit pas en avoir peur. C'est la réalité, mais moi je me pose des questions. C'est vrai qu'il y a tout ça qui est en marche, etc. Ce confinement, cette peur, ces mascarades, ces mensonges. Je ne comprends pas le comportement des députés. Ah bah écoutez, on en parlait tout à l'heure, on peut en parler si vous voulez rapidement avec vous. Le problème, on en parlait aussi avec Antoine, c'est que le Parlement, que ce soit le Sénat ou bien la Chambre des députés, l'Assemblée nationale, ne remplit plus du tout son rôle. Ils ont donné les clés des quelques pièces qui restaient de l'appartement France, à des gens, à un gouvernement, ce qui fait que maintenant, vous avez vu ce qui s'est passé cette nuit. Vous avez écouté cette nuit, non? Bon, après, suite à la sortie de M. Véran, sortie quelque peu calamiteuse au niveau sémantique, qui a donc met en cause le mauvais comportement des Français. Finalement, le délai
le délai comment dirais-je, pardon, pour l'état d'urgence sanitaire était donc était reconduit jusqu'au 15 février, je crois. Et donc finalement, l'opposition a voulu se... Oui, oui, écoutez, je vous traduis. Allô. Vous êtes toujours en urgence sanitaire, vous ne bougez plus, vous êtes en prison. Voilà, c'est comme ça que ça marche. En fait, moi j'ai l'impression que c'est une poignée de fous déviants, Bill Gates et toute sa clique de milliardaires, qui dit que les lois en France, ce n'est plus Macron qui commande, enfin qui gouverne. Ah, mais Macron est un pion, hein. Voilà, il est un pion, et moi, franchement, quand M. Bill Gates, lui, c'est un homme d'affaires. Qu'est-ce qu'il vient faire, lui, dans les médicaments? Ah bah il vient chercher de l'argent, madame. Et maintenant, les femmes, beaucoup de femmes sont stériles là-bas. Personne n'en parle. Bah, il faut avouer aussi que le directeur général donc de l'OMS, qui est un Éthiopien, je crois, a connu des déboires dans son pays également, puisqu'il a organisé, je pense avec Bill Gates, donc des vaccinations qui ont rendu les femmes infertiles, et voire même qui leur ont donné des pathologies graves, et qu'il est en... Mon Dieu, oui. Ah bah c'est peut-être pour ça qu'il a été recruté, madame. Mais il faut voir, c'est du poison qu'il donne, c'est pas des sous. Franchement. Bah écoutez. Ce confinement et tout ce qui s'ensuit, les chiffres qui sont gonflés, à l'OMS, on entend des choses, enfin je sais plus, il faut qu'il soit mort du Covid et pas du cancer, les médecins sont payés pour dire que non, ben lui c'est Covid, voilà, on aura des sous. Où va-t-on, quoi? Je sais pas, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de manifestation, enfin, il n'y a pas de marée humaine dans la rue. Ben, tant qu'il y aura, Denise. Les jeunes sont passés dans les lycées, ils mangent tout Denise. Là, il n'y a pas de Covid, hein, le Covid. Denise. Il est là quand ça arrange le gouvernement, n'est-ce pas? Moi, je suis Denise. vraiment révoltée contre ça. Denise, vous m'entendez? Oui. Ah, bah, merci, Denise. J'allais vous dire, tant qu'il y aura à manger dans les frigidaires, pour certains, c'est pas de mal qui vont se bouger. Le jour où ils n'auront plus de liberté. Moi, j'ai l'impression que, vous savez, monsieur a fait la fée du Covid, et bien, ce sera la fée du frigo-vide. C'est drôle, effectivement, pourquoi pas. Écoutez, Denise, on vous remercie. Merci à vous. On vous remercie d'être intervenu. Pardon? Bonjour à toute l'équipe sur votre... Ah bah c'est gentil, bah écoutez, hein, ils vous communiquent tous leur bonjour également. Merci Denise et bonne journée. Voilà. J'aimerais en revenir notamment au dessin profond. On va me traiter de complotisme, mais tant pis, moi je vais vous donner mon opinion. J'aimerais savoir qu'est-ce que finalement il y a derrière tout ça. Hein. On sait que maintenant il y a des déboires, enfin je veux dire cette pandémie, cette politique sanitaire imposée par le gouvernement met à mal l'économie. Mais pourquoi mettre à mal l'économie? Est-ce que c'était prévu à une crash. Hein. Oui, c'était prévu. Alors justement, est-ce que il n'y aurait pas derrière une autre histoire, c'est-à-dire que on insiste depuis quelque temps, depuis 2009 déjà, à un crash financier énorme, un crash boursier. Est-ce que ce serait pas finalement pour ensuite pouvoir masquer le fait qu'ils se sont complètement plantés, donc ces grosses entreprises, ces banques, etc., et qu'ils pourraient ainsi mettre sur le Covid la responsabilité donc de la crise de l'économie. Est-ce que c'est pas ça selon vous? Il y a quand même des gens là qui commencent à se poser des questions au moment des Gilets jaunes, donc il n'y avait pas un en rond. Ouais. Et là, ma foi. Ah, mais c'est de l'emprunt, Oui, mais ils déboursent pour les médias, ils déboursent pour les. Oui, mais c'est de la planche à billets, c'est de l'emprunt, il est là le problème. Oui, mais c'est qui paye? Ah bah, en définitive, ce sera nous. Ça sera nous qui paierons les générations qui arrivent derrière nous. Le gouvernement, oui, dit vouloir protéger, hein, et c'est vrai que c'est ça qu'il y a d'incroyable dans le discours, c'est que, en tout cas, il faut reconnaître qu'ils sont vraiment excellents en communication politique. C'est des majacs. Ils ne font que ça, ils ne font que de la communication, hein. C'est plus de la politique aujourd'hui qu'on fait, c'est de la communication. Et d'un côté, ils vous disent il faut protéger les personnes fragiles, donc qui sont les personnes dites âgées ou voilà. Qu'ils ont laissé mourir dans les EHPAD. Qu'ils ont laissé mourir. Mais ça fait des années hein, que nos vieux meurent abandonnés dans les EHPAD. Il faut leur donner un jour de solidarité. Hein. Oui, tout à fait. Et donc aujourd'hui, on est en train de nous dire que finalement, de faire culpabiliser les générations après, hein, parce qu'on dit aux jeunes que si votre grand-père ou grand-mère il meurt, bah, c'est de votre faute parce que vous êtes allé le voir, vous lui avez fait un bisou. Et sur
sur la joue. Et donc, en fait, on est en train aujourd'hui, moi je tiens à féliciter le médecin et l'infirmière, parce que vraiment, c'est assez remarquable de dire qu'il y a des gens qui ont ce courage aujourd'hui, qui, à l'inverse de leurs confrères, ne sont pas dans la collaboration. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ça s'est déjà produit dans l'histoire. À un moment donné, on accepte, une catégorie de la population, une bonne partie de la population accepte de collaborer avec le pouvoir. C'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Et moi, j'exhorte les médecins à nous appeler, à nous donner leur version des faits, à avoir un peu plus de courage qu'ils n'ont actuellement. J'ai été littéralement, je vous le dis franchement, dégoûté par l'attitude du corps médical. Il y a des médecins, moi j'en connais une minorité, archi-minorité. Dans le sud, qui changent carrément de métier. Oui, mais j'en ai compris. Ou qui partent en métropole parce qu'ils disent qu'ici c'est encore pire qu'en métropole. Tout à fait, tout à fait. Et, oui, mais on n'a plus de médecins. Non, non. Quand on va être malade, quand on voit l'état de l'hôpital de Saint-Pierre, et quand on est malade, là, qui va nous soigner? C'est pour ça que les médecins partent travailler à l'étranger. Parce qu'à l'étranger, on va respecter leur travail. Mais ici, ils préfèrent se coucher, notamment estampillés morts du Covid pour toucher un peu plus. Parce que vous savez, quand vous allez, quand ils ont à faire payer une consultation, il y a certains principes qui font que maintenant, ils peuvent toucher un peu plus d'argent en réalisant certains actes, notamment certaines écritures, qui modifient plus ou moins le diagnostic de la personne. Mais je crois qu'on a une autre personne au téléphone, au standard. On va la prendre tout de suite. C'est une personne. C'est un homme. On y va. Allô? Vous voyez, bonjour monsieur, vous êtes bien sur Radio Sud Plus, on vous écoute. Oui, je suis à l'antenne ou pas là? Oui, vous êtes à l'antenne. Pourriez-vous déjà vous présenter, monsieur? Oui, attendez, je vais couper le retour, allez-y. Oui, bonjour, c'est ici Steve, je t'appelle de Métropole. Ah, c'est super, allez-y. De Marc, que je remercie de son invitation, et puis je voulais féliciter aussi tous les invités, les remercier de leur intervention courageuse, pour dire la vérité sur cette... La vérité, le mot est bien dit, monsieur, allez-y. Cette situation catastrophique. Ernest Pardo a parfaitement décrit ce qui se passait, puisqu'on est ici pour parler de la face cachée de cette pseudo-crise sanitaire. Tout à fait. Et il a parfaitement décrit ce qui se passait. On pourrait revenir sur tous les détails techniques et pratiques. Est-ce que je peux connaître votre profession, monsieur? Est-ce que je peux connaître votre profession? Oui, allô? Oui, est-ce que je peux connaître votre profession? Je suis dans la finance. D'accord, allez-y, je vous écoute. Et donc, pour tout ce qui touche à l'hydroxychloroquine, aux tests, aux faux positifs, au port du masque, etc., on est dans du grand n'importe quoi. Et puisqu'on parle de la face cachée de cette crise sanitaire, il y a un moment donné, après 8 mois de ce délire total, il faut faire une analyse plus profonde. Un bilan. Et effectivement, Ernest Pardo, ce qu'il a décrit, ça peut faire halluciner beaucoup de gens qui vont nous traiter de conspiration. Ah, ils ne vont pas se gêner, monsieur. Mais c'est la vérité, il y a un plan derrière, il y a un plan mondial. Ce plan, c'est de ruiner les économies pour mettre en place ce qu'on appelle le grand reset, mettre toutes les économies à plat pour demain nous proposer effectivement le revenu universel, l'annulation des dettes, mais aussi en échange de ça, la suppression de toute propriété et liberté. Ce vaccin qui va faire de nous en fait des terminaux informatiques qui vont nous contrôler à distance avec plus RFID, des nanoparticules. Ils pourront faire ce qu'ils voudront de nous. Alors justement, est-ce que vous, puisque vous en parlez, ça nous évitera d'aborder le problème après, est-ce que vous pourriez justement nous développer justement ce thème de vaccin nanoparticules avec une interaction évidemment de la 5G? Allez-y, monsieur. Alors, le but déjà de ce faux vaccin, qui n'est pas un vaccin, puisqu'il n'est pas possible de vacciner pour ce truc qui n'est qu'en fait une variante de la crise, tout à fait. De coronavirus, c'est nous inoculer déjà une puce RFID pour pouvoir nous contrôler, nous tracer à distance, et des nanoparticules qui vont se mélanger en fait à notre ADN, qui vont entrer dans l'organisme, il n'y a pas de retour en arrière, c'est irréversible, et qui permettront d'avoir une interaction via la 5G qui pourra activer à distance un certain nombre de... Alors, je ne suis pas un scientifique, un spécialiste, j'ai fait énormément de choses sur le sujet, mais avec la 5G, ils vont pouvoir perturber effectivement l'organisme et avoir un contrôle sur chaque personne et activer à volonté tel ou tel virus. Puisqu'en fait, on est en permanence de
cette étude qui avait été faite il y a déjà 40 ans et qui pronostiquait dans l'agenda de l'hierarchie la possibilité, d'activer à distance et de réduire la population. Donc Bill Gates, qui est un eugéniste, est un fer de lance de la réduction de la population, avec un objectif de conserver 500 millions d'êtres humains, qui seront en réalité des esclaves de luxe, qui feront tourner l'économie de la planète, assistés en cela de la technologie. Les 7 milliards et quelques d'autres êtres humains, ils n'en veulent pas. Voilà. Ce qui se met en place aujourd'hui, c'est un génocide, c'est un populicide, c'est un humanicide. Ils veulent nous supprimer. Pour corroborer ce que vous dites, faut se poser également la question de savoir pourquoi Bill Gates a réuni tous ses petits copains du nouvel ordre mondial, de la diaspora, en octobre 2019 pour justement simuler une pandémie du coronavirus dans le monde entier. Absolument, et on peut même citer le rapport de la fondation Rockefeller qui a été effectivement, donc il y a 10 ans, et qui prévoyait 4 stratégies possibles d'activation de la phase finale pour mettre en œuvre leur plan, et qui est la crise sanitaire et la diffusion d'un virus faisait partie des 4 stratégies. Et là, nous y sommes. En plus, tout ça a été prévu de longue date. Moi, j'ai un message politique et citoyen à adresser à tous ceux qui nous écoutent. On vous écoute, monsieur. C'est révoltez-vous. Désobéissance civile, insurrection générale. Les gens qui vous avez déjà tout perdu, vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez déjà tout perdu. D'autant. Écrit votre fin, votre avènement est déjà dans leur carton. Donc, il faut se révolter. Il ne faut plus rien accepter de toutes ces contraintes, de toutes ces mesures liberticides. Moi, je ne porte pas de muselière. Je ne ferai pas de test. Je n'accepterai pas tout ce qu'on veut m'interdire. Je contourne le système ou je le bloque. Voilà. Et je suis extrêmement choqué, comme le disait Marc tout à l'heure, de l'attitude des médecins corrompus, du corps enseignant, et puis aussi de beaucoup de parents d'élèves, parce que je le vois aujourd'hui même à titre personnel, avec le port de la muselière pour les enfants à partir de 6 ans. C'est de la maltraitance criminelle. Les gens se laissent faire, les gens sont soumis. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent qu'on vienne les prendre chez eux et les vacciner de force, ou les embarquer dans des camps de FEMA, des camps de la mort, version moderne. Il faut vraiment que les gens se bougent. Il faut vraiment qu'ils prennent conscience de ce qui est en train de se produire. Et chacun, là où il est, doit marquer, doit affirmer sa souveraineté et son refus de tout ça. Les gens sont prêts aujourd'hui à brader leur liberté et la civilisation pour 135 €. C'est juste hallucinant. De surcroît, en plus, pour des amendes qui ne sont même pas légales, j'invite tout le monde à se rapprocher de l'association Réaction 19 de Maître Brouza, ou d'autres cabinets d'avocats qui sont en train de mettre Cédric Mana, ou du cabinet Sand, qui sont en train de mettre en place aujourd'hui des approches juridiques pour contrer tout ça. Mais il faut que chacun se bouge. Il faut se connecter entre nous, que ce soit via les réseaux sociaux, mais aussi surtout physiquement, et il faut se mobiliser. Merci Arnaud de votre témoignage. On l'a écouté avec. Attendez, on a Xavier qui voudrait rajouter quelque chose à votre exposé. Xavier, allez-y. Oui, donc même si les craintes sont envisageables, moi je trouve que ça me fait peur quand j'entends des choses. Donc, ça commence déjà par la vérité. Donc c'est déjà ce que nous disent les grands manipulateurs. Je vais vous dire la vérité. Et puis forcément, parce qu'on dit que c'est la vérité, ça ne peut être que la vérité. Et après, on raconte des choses sans apporter de preuves. Donc du coup, le grand reset, cette peur de génocide, de populicide, de régulation de la population, moi je me dis effectivement, on peut y penser, mais là comme ça, à court terme, moi je trouve que c'est annoncer un petit peu des choses catastrophiques qui font peur aux gens. Et les gens, les communs des mortels, pas les gens qui sont un petit peu éveillés comme nous, ça peut leur faire peur. Et donc du coup, on en avait déjà parlé, effectivement il y a
il y a deux grands sons de cloche. On a les fake news et tout ce qui est propagande un petit peu complotiste, et en même temps, on a la propagande gouvernementale. Alors bien sûr, il ne faut pas croire aux deux, c'est mon avis. Le plan de dépopulation, il est quand même acté, il est en place. Il est en place dans beaucoup de médias de médias alternatifs. On le trouve, et on le trouve bien décrit. Plusieurs personnes s'y sont intéressées. Le plan de repopulation, dépopulation, je pense que c'est envisageable. Je pense pas que ce soit un simple fait d'esprit. On en parlait déjà avec le H1N1. Tout à fait. Et le monument Georgia. Voilà. Et puis le fait que ce soit Bill Gates qui en parle et que ce soit Bill Gates qui fournisse les vaccins, il y a quand même une similitude, il y a quand même une coïncidence qui est étrange et qui n'est pas à prendre à la légère. Et juste pour se faire une idée, en 1950, on était 2,5 milliards sur Terre. Là, on approche les 8 milliards et la moitié, c'est des personnes soit pauvres, soit trop âgées à leur goût. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils essayent d'éliminer. J'en veux pour preuve ces vaccins qui sont sans arrêt, comment dirais-je, essayés où? En Afrique. En Afrique. Et le directeur général de l'OMS, je vous le disais tout à l'heure, est accusé, est en procès pour avoir fait vacciner des populations éthiopiennes, puisque c'est un Éthiopien, en ayant créé des milliers de morts. Et donc, s'il est à la tête de l'OMS, c'est peut-être parce qu'il avait le profil. Mais en même temps, il ne faut pas trop que les gens meurent. Oui. Aussi, parce que, je dirais, c'est dans le propre même. Excusez-moi de revenir là-dessus, d'insister, mais c'est vrai que dans la société capitaliste, la question démographique est un des fondements même de la pensée du capitalisme. Les théoriciens du capitalisme, que ce soit Adam Smith ou d'autres après Malthus notamment, la population a toujours été un problème qu'il fallait régler. Mais en même temps, c'est ce qu'on appelait la vie multitude. Voilà, mais en même temps, il ne faut pas trop en tuer non plus. Parce qu'on se rend compte que... Et lesquels tuer? Voilà, et lesquels tuer, parce qu'on se rend compte aujourd'hui qu'effectivement, on n'a jamais été aussi nombreux, que les richesses n'ont jamais été aussi nombreuses, et que finalement, pour qu'il y ait quelques riches, assez riches, il leur faut énormément d'esclaves. D'accord. Énormément d'esclaves. On repense sur le système esclavagiste. Voilà, non, mais c'est... Où on enlève tous les esclaves qui naissent avec un handicap, ou trop âgés qu'il va falloir nourrir pour rien. Bien sûr, voilà. Mais c'est le fondement même du capitalisme. C'est dans la théorie du capitalisme, il n'y a rien vraiment de caché en fait, si ce n'est qu'on a l'impression parfois qu'on redécouvre des choses, mais le programme, depuis à peu près 400 ans, il est arrêté et il se déroule exactement comme ça. Et le rôle du pouvoir politique a toujours été de faire croire à la population qu'elle n'a pas le pouvoir. Mais comme on le dit, ça reste une croyance, tout simplement. C'est parce qu'on donne de la crédibilité à ça. On croit que nous n'avons pas le pouvoir. Or, on voit bien quand même que près de 7 milliards de personnes face aux 500 grosses fortunes qui détiennent la planète, ils font pas vraiment le poids. On est d'accord. Pour en revenir à un plan, pour vous répondre, Xavier, à nouveau, je suis un petit peu sceptique quant à vos précautions, mais pour en revenir à un niveau un petit peu supranational, notamment européen, et pour vous dire qu'il s'agit bien, à mon avis, d'un plan qui est structuré et dont Macron serait un pion, comme le gouvernement français, comme le gouvernement italien, comme le gouvernement espagnol, etc. Enfin, l'Europe. Pourquoi la présidente allemande de l'Union européenne, von der Leyen, a-t-elle déclaré dans son dernier discours, annonçant une Europe de la santé, donc dédiée aux intérêts privés des grands laboratoires, c'en est fini comment dirais-je, des systèmes médicaux nationaux, populaires. Pourquoi est-ce qu'elle a insisté en précisant que les pays membres de l'Union européenne ne sauraient se protéger individuellement en fermant leurs frontières? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un pays comme la France, comme l'Angleterre, comme l'Espagne, comme l'Italie, qui voudrait appliquer sa propre théorie, sa propre politique sanitaire, ne peut plus le faire. Soit on intègre donc les autres pays dans sa politique, soit on ne fait rien. Et c'est ce qui se passe. Pourquoi? Parce que finalement, si on laisse rentrer tout le monde, c'est ce qui se passe à La Réunion. Mais voilà, mais à La Réunion, il suffisait de garder cet aéroport fermé. Tout à fait. Et quand on se dit à la télé, le préfet le virus n'est pas venu. Au nom du sacro-saint principe de libre circulation des biens et des personnes,
qu'on ne remettra jamais en cause dans une société libérale, je dirais même pire que libérale, néolibérale, puisque ce sont pour moi pas des libéraux, excusez-moi, parce que dans le libéralisme, il y a certaines choses positives, mais ce sont surtout des gens qui sont néo-capitalistes et des capitalistes de connivence, puisque c'est tout un groupe, c'est un ensemble de familles, une diaspora qui, comme le soulignait le médecin tout à l'heure, et le soulignait aussi notre interlocuteur précédent, veut justement être dans le comment dirais-je, dans la strate supérieure et pouvoir mieux manipuler justement une population qui serait complètement à la ramasse. C'est tout ce qui se passe. Je crois qu'on a un autre appel, Roger. Un auditeur. J'écoute. Allô. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je peux avoir votre prénom? Frédéric. Bonjour Frédéric, on vous écoute. Écoutez, déjà, je voulais féliciter Radio Sud Plus parce que ce genre d'émission, c'est extrêmement rare. C'est gentil. Notamment à La Réunion, donc je pense que les 2 heures, j'ai pas pu malheureusement assister à tout, mais c'est à renouveler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et, effectivement. Moi, je rejoins complètement la personne qui a appelé auparavant en disant qu'il y a un... C'était Arnaud, je crois. Arnaud, le financier. Exactement. Quand on s'intéresse à la face B des choses, et au système tout ce qui est manipulation des masses, et moi dans une partie de mes activités, je suis, on va dire, un spécialiste du fonctionnement de l'inconscient et tous ces mécanismes-là, il y a énormément à dire, et c'est vrai que je trouve que dans ce plan, il y a une accélération depuis quelque temps. Et quand on s'intéresse à... On l'a vu, excusez-moi Frédéric, on l'a vu donc tout au long de ces 8 mois, là, ça a été très très vite. Hein. Ouais, et ça va de plus en plus vite parce que je pense que derrière tout ça, évidemment, il y a l'utilisation des peurs, hein, qui ne date pas d'aujourd'hui, c'est vieux comme presque le monde, et sur un terreau d'ignorance. Et c'est vrai que justement, quand on a une émission de cette qualité-là avec tous les intervenants que vous avez eus, je pense qu'il faut absolument relier par différents moyens. Et depuis quelques années, la différence, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Et on voit bien, on entend bien, hein, donc tout de suite, ces cartographies et fake news, on voit bien que c'est dangereux pour les gens qui tirent les ficelles. Et on a tout intérêt à relier d'une manière ou d'une autre, même si on est un peu blacklisté, pisté, etc. Moi-même, je le lis régulièrement. Il ne faut pas hésiter à aller sur des outils comme par exemple Signal, qui sont d'ailleurs préconisés par Edward Snowden. Et évidemment, les rencontres physiques, comme le disait la personne tout à l'heure, parce qu'on a plus de pouvoir qu'on ne le pense. D'ailleurs, j'en veux pour preuve, Frédéric, pourquoi Facebook, Twitter, YouTube, etc. ont augmenté de manière exponentielle la censure ces derniers mois. C'est effarant. Vous ne pouvez plus faire paraître quoi que ce soit sans être opposé, enfin sans être hors des standards, comme ils disent, de Facebook, donc encore un, voilà, de Zuckerberg, qui d'ailleurs a rendu visite à notre cher président, hein, pour mettre au point justement une tactique de chasse aux fake news. Ce qui est drôle, c'est qu'on chasse pas les fake news dans les médias conventionnels. Alors c'est là qu'on en trouve le plus, mais enfin, ça c'est une autre histoire. Ce que je voulais souligner, c'est justement cette censure que vous avez invoquée, qui se fait effectivement de plus en plus rapidement. C'est incroyable. Un exemple, moi je suis depuis longtemps, hein, c'est vraiment trop tard par rapport à certaines thématiques qu'il abordait. On était pensé évidemment sur la, entre guillemets, la crise Covid, hein, qui est un instrument pour moi de planifier. Et quand on étudie ça, on se rend compte que les gens qui tirent les ficelles ont à peu près 30 ans de planification. Après, il faut en prendre dans ce que je dis. Moi, j'invite les gens justement à aller chercher la connaissance. Arrêtez d'allumer leur radio, certaines radios, je ne serait pas le nom, mais les gens qui écoutent Radio Sud Plus, ils vont facilement les reconnaître ici sur La Réunion ou ailleurs. Arrêtez d'alimenter quelque part ces canaux-là, diffuser, partager des émissions, encore une fois, de cette qualité-là, et puis aller chercher les informations. L'exemple d'un autre cas, il a été sa chaîne YouTube, qui a fait une croissance très importante et sur laquelle il ne tire aucun revenu, il est passé sur Odyssée. Donc on a toujours des solutions, on a toujours des options, et à un moment donné, il faudra qu'on se réunisse. Donc moi je crois à la convergence des luttes, il est plus que temps, et personnellement j'ai du mal à imaginer une sortie qui se fasse dans un certain niveau de violence. Et ça, je pense qu'il faut en être conscient. Et la chose que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement aujourd'hui il y a encore trop malheureusement une partie de la population qui a du mal à accepter le mur dans lequel on va et qui est lui encore plus violent. Donc la violence, le mot réserve qu'on nous imposait là, qui va très vite, hein, avec je dirais différentes facettes, j'ai envie de dire,
c'est à nous de faire le reset, quelque part. On a encore la main, on a encore le pouvoir, ils sont en train d'installer une société de plus en plus totalitaire. On le voit dans d'autres pays, aller rechercher ce qui se passe au Canada. Là aussi, il y a des gens qui luttent par le biais de l'information, par le biais de... Mais Frédéric, Allez voir aussi en Australie, par exemple. Frédéric, excusez-moi, où sont passés les professeurs d'université sur le droit constitutionnel? Où sont passés les professeurs de médecine? Où sont passés les véritables sémaphores donc de cette culture, de cette information? On ne les voit nulle part. Je pense que c'est un peu, si je fais le parallèle, c'est un peu comme les médecins. Pour moi, les médecins sont depuis très longtemps complices de ce schéma-là, de tous ces systèmes-là. Aujourd'hui, il y en a qui se réveillent, il y en a qui bifurquent, il y en a qui dénoncent, il y en a qui font même des procès. C'est hautement courageux. Et l'ordre des médecins, c'est pareil, j'invite les gens à les rechercher. Quand est-ce qu'a été créé l'ordre des médecins? Sous Vichy. Le pouvoir, exactement. Donc, il y a plein de questions à se poser. Et c'est pour ça qu'il y a une accélération, en fait. Tu vois bien qu'il y a des gens qui se réveillent, qui en réveillent d'autres. Il y a des choses qui sont un peu sous-jacentes, j'ai envie de dire, donc il n'y en a pas plus, etc., etc. Et quelque part, il y a une lutte, il faut en être conscient. Donc, qu'est-ce qu'on veut, quelle société on veut laisser à nos enfants demain? Moi, je rejoins la personne tout à l'heure, je ne me ferai pas tester, je ne me ferai pas vacciner, aucun de ma famille, et même pas besoin de convaincre les enfants parce qu'ils sont un peu éclairés, on va dire, ils recherchent aussi par eux-mêmes. Et c'est pour ça que je ne sais pas ce qu'il faut, quelle va être l'étincelle, peut-être un ou deux leaders d'opinion, ou quatre, j'en sais rien. Mais est-ce que tu peux Frédéric, est-ce que vous pouvez considérer, je vais te tutoyer, parce que apparemment tu as une voix assez jeune comme moi, il faut bien que je dise que je suis jeune, excusez-moi. Est-ce que tu peux considérer le fait que comment est-ce qu'on peut trouver des excuses à un gouvernement qui, par exemple, achète 1 milliard pour 1 milliard de commandes au laboratoire Gilead, donc américain, donc du Remdesivir, qui, on le sait, ne fonctionne pas à 50% des cas, dans 50% des cas, et qui ensuite, en plus, produit donc des conséquences néfastes au niveau des reins. Et donc, alors que comment dirais-je, en validant l'hydroxychloroquine associée à de l'azithromycine, on sait très bien que ça fonctionne et ça ne coûte que quelques euros. Comment se fait-ce que les médias ne soulèvent pas ce lien et n'en parlent pas, ne dénoncent pas cette comment dirais-je, cette attaque? Ils ont eu leur enveloppe, les médias. Parce qu'il n'y a pas de médias. Dirigés par des politiques qui sont, de mon point de vue, que des pantins et qui sont des psychopathes. Vous pouvez lire un bouquin qui est pas d'aujourd'hui et qui relate des processus. Ce bouquin s'appelle La ponérologie des systèmes politiques. Le titre est un peu complexe, il n'est pas très simple à lire, mais en fait, ça démontre effectivement qu'on est gouverné, c'est pas d'aujourd'hui, par des gens qui ont. Faut oublier de quoi, faut laisser ça de côté, que les gouvernants. On est d'accord là-dessus. Sont là pour le bien du peuple. Non. Si vous prenez aussi Claire Séverac, qui est partie dans des conditions un peu, etc. Anna Arendt aussi. Son livre aussi, elle dit bien la guerre contre les peuples. Donc quand vous avez une monarque qui dit nous sommes en guerre, je suis en guerre, etc. Personnellement, ça fait très longtemps que je connais la cible. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'on est trop divisé. C'est aussi un instrument de pouvoir et donc, je crois à une certaine convergence, ça passe par l'information, il faut relayer, on a un corps, il nous appartient, on a le pouvoir de dire non, on a des enfants, qu'est-ce qu'on veut en faire? Et je pense qu'aujourd'hui, il y a quand même un peu plus de gens qui s'ouvrent, qui se posent des questions, et là il ne faut pas lâcher, il ne faut surtout pas lâcher, parce que, en fait, le cerveau, dans sa structure, c'est un peu comme les processus face à des traumatismes. Il lui faut un certain temps, il lui faut des étapes, pour poser vraiment quelque chose de violent, de manière, oui, ça maintenant j'y crois, j'y suis, je vois, j'entends, je sens, etc. Donc il a besoin d'étapes. Et c'est là où effectivement les lanceurs d'alerte, qui devraient être protégés, au lieu d'être ciblés et puis j'ai envie de dire abattus, au propre figure. Alors on voit ce qui arrive avec Snowden. Et c'est pour ça que les émissions comme ça, il faut en faire. Assange aussi. Bravo encore, il faut que les auditeurs et les auditrices soient conscients qu'il faut partager et puis il faut aller chercher l'information. Donc il y a deux choses, il y a deux leviers, c'est couper certains canaux, terminer, et puis en ouvrir d'autres, comme par exemple Radio Sud Plus, qui nous dira Radio à avoir ce niveau d'intervention. Donc on est dans une lutte, il ne faut pas lâcher et il faut le faire pour nos enfants, parce
que de leur côté, ils sont conscients qu'effectivement, il y a une forme d'opposition. Et ouais, voilà, donc c'est à nous de faire le reset, quelque part. Et voilà, donc gardons l'espoir et puis l'énergie pour nous y opposer à différents niveaux. Merci de votre témoignage, Frédéric. Nous vous souhaitons un excellent appétit et une bonne fin d'après-midi. Des commentaires sur ce qu'a dit Frédéric, Antoine? Des commentaires, oui. Je salue l'espérance que peut avoir encore Frédéric dans ce qui est en train de se passer. Alors, non pas que moi je n'ai plus d'espérance, mais je dirais quand même que j'ai le sentiment... Oui, vous me disiez que vous viviez en ce moment pleinement vos instants, parce que vous ne saviez pas de quoi serait fait demain. Moi, je suis assez sidéré, si vous voulez, non pas par le coronavirus, mais en fait par l'acceptation générale tout à fait. de la population. Et c'est vrai que moi, c'est ça qui me fait peur, en fait. C'est de se dire qu'à un moment donné, on est arrivé à ce stade de l'humanité. D'acceptation. Où on est esclave sans chaîne. Et c'est vrai que c'est inquiétant de se dire, par rapport aux générations qui arrivent derrière, en fait, tous ces petits renoncements que nous avons actés. Mais je crois que c'est surtout le masque. C'est un symbole, le masque. Ah, mais c'est un symbole. Et quand j'entends aujourd'hui des gens, et une très grosse majorité de gens, nous dire que, bon, c'est pas grand-chose, on peut s'y habituer. C'est pas possible. Et donc, quand on met bout à bout comme ça, tous ces petits renoncements, quelque part, on se rend compte que, finalement, la situation dans laquelle nous sommes, c'est ce que je disais en début d'émission, c'est que nous avons aussi une responsabilité dans ce qui se passe. Aujourd'hui, quand j'entends des parents être inquiets pour la santé de leurs enfants, à juste titre, mais parce qu'on a commandé chez eux ce réflexe en se disant qu'il faut qu'ils s'inquiètent de la santé de leur enfant uniquement par rapport au coronavirus, c'est là où je me dis quand même, je m'interroge finalement sur l'amour même de ces parents vis-à-vis de leurs propres enfants, parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de préparer un enfer. Attends les politiques qu'on mérite. Et même également nos politiques, également, ils ont leur part de responsabilité là-dedans, parce que même ils laissaient, on voit bien ici à La Réunion, il n'y a eu absolument aucune opposition. Rien du tout. Mais même au niveau de Saint-Denis, c'est catastrophique. Au niveau de Barret, c'est catastrophique. C'était même dans une surenchère des mesures sécuritaires. Et ça, c'est parce que la population de La Réunion est habituée à ça, la terreur. La terreur, c'est quelque chose qui a toujours existé. Et ça marche aussi en métropole. Ça marche aussi. Mais je veux dire, c'est l'un des fondements même de la création de l'île de La Réunion. C'est-à-dire qu'on a réussi à porter de force ici des populations, quelles qu'elles soient, de quelque origine qu'elles soient, parce que les premiers aussi, quelque part, entre guillemets, esclaves, c'était les peuples qu'on est allé chercher dans les contrées retirées de France. Et donc, la terreur a toujours été un moyen de maintenir l'ordre sur le territoire réunionnais. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la génétique. Il parlait tout à l'heure, le dernier intervenant, du fonctionnement du cerveau. La biologie des comportements humains, c'est quelque chose de remarquable. Si aujourd'hui, il y avait un enseignement de cette biologie des comportements humains, on comprendrait qu'on est conditionné déjà génétiquement, et ensuite on est conditionné culturellement par notre époque contemporaine. Donc, tant qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas tout ça, c'est difficile de se dire comment on peut sortir de cette espèce de prison dans laquelle on est en train, même de psychologique, et puis de cette tombe qu'on est en train de creuser. Xavier? Alors, pour moi, ça rejoint un petit peu ce que disait Antoine, mais je vais peut-être le dire autrement. Oui. C'est que nos élus, notamment ceux de Saint-Denis et ceux du TCO, ils sont dans leur rôle. Parce que, à force de manier la peur, etc., ce sont les gens qui demandent à être confinés aussi. Et donc, du coup, ils demandent à être testés. Oui, c'est quand on est testé. Oui, c'est exactement. Donc, en fait, ils sont dans leur rôle de démagogue et justement d'accepter des choses. Et non pas de sémaphore. Oui, mais exactement. Comment on peut accepter le port du masque dans la rue? Alors justement, Xavier, je vais revenir sur votre port du masque. L'obligation du port du masque par tous, même en extérieur et à la maison, comme certains idiots utiles du système le réclament, n'est-il pas le prémisse à une vaccination obligatoire pour tous, permettant, laissez-moi terminer, permettant d'inoculer aux citoyens des produits toxiques au fallacieux prétexte de liberté de mouvement et contenant des matières détectables et manipulables par l'état profond, au moyen de techniques de la 5G, donc des ondes micro-ondes, du micro-ondes dangereuses, entièrement au service du nouvel ordre mondial. En une phrase simple
Et pour aller à l'encontre de ce que vous disiez tout à l'heure, si vous voulez voyager et vivre sans masque, il vous faudra accepter leur vaccin par mesure sanitaire. Est-ce que ça, c'est du complotisme pour vous? Est-ce qu'on a été trop loin? Alors, moi, je pense que le format de l'émission, il est trop court. Pour en même temps. Non, mais pour en même temps. Vous ne répondez pas à la question. Non, mais vous êtes ici le plus timoré. J'aurais souhaité, justement, que vous répondiez à ma question. Est-ce que le masque n'est pas le prémisse, n'est pas un test de docilité et de soumission? Moi, je vais vous répondre rapidement oui. D'accord. Mais je voulais terminer mon propos en disant que voilà, on n'a pas parlé des voies liberticides et tout ce qui est, tout ce qui va dans ce sens-là. On a besoin. D'accord. Et effectivement, pour moi, à court terme, c'est de ça dont il fallait parler. D'accord. Et pas justement de ce que je pourrais qualifier de scénario de science-fiction. Alors que c'est des choses qui peuvent arriver à moyen terme, voire même un peu plus long terme. Ce que vous avez qualifié de scénario de science-fiction, c'est exactement. C'est une réalité. C'est une réalité. Ce que vous voyez, vous le validez avec d'autres mots. Oui, mais on peut utiliser d'autres mots et être d'accord, en fait. D'accord. Mais sur le fond, on est d'accord. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que moi, j'ai pas de preuves pour valider ce que vous dites, d'accord. Mais en même temps, j'ai entendu, il faut une convergence des luttes. On a plus de pouvoir qu'on ne le pense. Mais effectivement, est-ce que, en parlant de ce que je dis entre guillemets scénario de science-fiction, on n'est pas en train de cliver les gens, de diviser les gens, et en même temps, on est en train de critiquer le gouvernement parce qu'il a une stratégie de la peur, et en même temps, nous, on alimente cette stratégie de la peur, et les gens un petit peu normaux, ils sont entre deux feux. Donc, il suffit de se référer à ce qu'a déclaré ce médecin, de tout ce cardiologue, et c'était un message d'espoir. Donc, on veut donner aux auditeurs, il y a de l'espoir, il n'y a pas de problème, mais il faut qu'on se batte ensemble. Oui, mais il faut surtout se baser sur l'histoire. Quand on a parlé de camp de concentration, personne n'y croyait. Tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'en 1789, le peuple a levé et qu'on a été chercher le roi chez lui. Tout à fait. Donc, à un moment donné, il faut qu'on soit tous solidaires et qu'on dise stop. S'il y a un problème avec la 5G, on supprime toutes les enquêtes. C'est un petit peu comme ceux qui disent la police, excusez-moi, ou les gendarmes. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, ils ne font plus le travail auquel qu'ils étaient censés faire, auquel ils devaient être voués, à savoir la protection des personnes et des biens. Quand vous les voyez qui vous montrent du doigt ou qui vous touchent le nez presque pour remonter votre masque, excusez-moi, je mets plutôt ces actions. Mais c'est là où on voit que c'est intéressant aussi, parce que là aussi, c'est visible. Il suffit simplement de regarder. Tu parles de la police, les forces de l'ordre. Oui. Ils défendent l'ordre qui est en place. L'ordre établi. L'ordre est puissant. Ils ne défendent pas. Voilà. Hein? Et donc, c'est vrai que moi, je pense que c'est important quand même de dire aux gens, non pas seulement de se mettre en lutte, mais de savoir contre quoi on lutte aujourd'hui. Et ça, il faut le dire, même si ça perturbe. Je vous rappelle que la rafle du Belleville, c'était légal. Le criminel, c'était De Gaulle. Hein, et l'homme providentiel, c'était Pétain. Je vous rappelle que les policiers n'appliquaient que les ordres. Voilà comme ils se défendaient, nous n'appliquons que les ordres. La légalité, c'est pas forcément la légitimité et c'est pas forcément aller c'est pas du tout même forcément aller dans le sens de la population, du bien de la population. C'est souvent maintenant, moi je vais vous dire un peu pour terminer l'émission, après je vous laisse la parole j'ai l'impression que ces forces de l'ordre, cette police est devenue est maintenant au service d'une certaine caste qu'ils servent donc et au détriment de la population. C'est exactement ce que je ressens. Autrefois, je veux dire, la police nationale, ça représentait quelque chose. La gendarmerie nationale, c'était des institutions. Et on l'a vu au niveau du Veldiv, ça a été, je veux dire, les rafles n'ont pas été considérées à l'époque par les Français comme des actions à contrer, voilà. Donc il faut se réveiller un moment et ça doit venir aussi de chez eux. Le problème, c'est que nos hauts fonctionnaires sont placés dans ces institutions à leur tête et que le policier de base, lui, va dire moi j'exécute les ordres et on peut pas faire ça, on peut pas. On a une âme, on a une conscience, on a un instinct, on a un cerveau, on le fait fonctionner. Mais apparemment c'est ce qu'on a perdu, c'est pour ça le dernier auditeur quand il disait c'est à nous de faire notre grand reset. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se responsabilise tous, qu'on redevienne tous des humains avec un cerveau qui fonctionne correctement. D'autant qu'ils appartiennent au peuple. Voilà, qu'on soit solidaires et remettre des valeurs. Parce que les médecins, ils disent Covid, maintenant,
ils font plus leur boulot comme il faut, les politiques ne font plus leur boulot comme Les il faut, médias. et les forces de l'ordre non plus, les médias pareil. Donc à un moment donné, il faut remettre, Faut se reprendre. voilà, tout le monde doit se reprendre en main et en charge et on avance. C'est donc ici que notre émission va s'achever. Je remercie mes invités d'avoir participé donc à ce débat ô combien intéressant. Je remercie également nos auditeurs qui nous ont appelés, certains qui ont osé nous appeler. J'espère qu'ils n'auront pas trop d'ennuis. Et donc je vous dis à tous auditeurs à bientôt. Je vous souhaite un bon appétit. Avant de nous quitter, une dernière citation. Elle est de Hannah Arendt. La véracité n'a jamais figuré au nombre de vertus politiques et le mensonge a toujours été considéré comme un moyen parfaitement justifié dans les affaires politiques. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt. Au revoir, vous êtes bien sur Radio Sud Plus. Thank you.